Alors attends, hop là. Maëva, tu disais que tu as pris une amende lorsqu'on s'est vu il y a quelques semaines, là, lorsque j'étais en France. Parce que tu étais Oui, en c'est France aussi à ce exactement moment-là. ça. Tu es en France d'ailleurs. Et ok. Je ne prends plus souvent la voiture depuis que je travaille chez moi et je me rends compte que je suis devenue impatiente en voiture alors que c'était quand même mon métier. J'étais monitrice auto-école et j'ai pris une amende déjà il y a 1 mois et demi en allant chez ma grand-mère en Bretagne. Et là, enfin, t'étais à 1 heure de route de chez moi, un radar que je sais où il est et je l'ai pas vu. Donc T'es passé à voilà, fond. Bon bah 90 € désolé, d'amende et un point. désolé Ça d'avoir va, un point, contribué à c'est que cette c'était pas perte de points. trop rapide. Non, ça va, ça va. Ouais, ça va. Est-ce que on ferait pas les petites présentations comme on a démarré, simplement pour dire un petit peu ce que fait Maëva et comment on se connaît et tout ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, hein. Mine de Ouais, rien, ouais, ouais, ça fait, complètement. je sais pas, ça fait combien? Ça fait au moins 3 ans, je pense. Ouais, c'était en 2021, il me semble qu'on avait commencé à faire des rendez-vous comme ça. Je sais plus comment ça avait commencé, mais on se retrouvait en mode mastermind régulièrement. Ouais, c'est ça. Donc on se connaît tous les trois depuis quelques années. On a eu envie de t'inviter sur le podcast parce que t'as quand même vachement progressé sur la question business et aussi sur la question sur la question coconut parce que j'ai très envie que tu nous partages un peu ça parce on a eu l'occasion d'en parler vite fait l'autre jour lorsqu'on a déjeuné ensemble, ton évolution par rapport au voyage, tu vois, ton appréhension, ton envie, les essais que tu as fait et tout ça. Donc, tu vas nous partager ça et ça va être vraiment cool. Et ouais. Et moi, j'aime beaucoup, j'aime bien et je l'ai dit à Ambroise, j'aime beaucoup ton parcours. J'aime bien aussi, lorsque je parle de toi, C'est j'aime clair. bien le romancer un petit peu par rapport à la question, mais tu nous en parleras, le fait que tu as conduit, à un moment, tu faisais de la livraison, je crois. Donc, Mais ça c'est peut ça, je vite, conduisais des vélos. tu vois, c'est ça. Donc, tu conduisais des camions, tout ça. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Bah, écoute, je te laisse te présenter, enfin, on te laisse te présenter rapidement, dire ce que tu as un petit peu envie de dire par rapport à toi, et puis comme ça, on pourra enchaîner direct. Pas de souci. Donc moi, c'est Maëva. J'ai commencé l'entrepreneuriat en ligne en 2020 et c'est un premier voyage solo qui m'a fait découvrir le marketing. Et puis moi, je suis une introvertie, une timide, même enfant. J'allais dormir chez mes copines et mes parents venaient me rechercher tellement je voulais pas quitter la maison et que je n'y arrivais pas. Donc ça a été compliqué toute ma vie de quitter chez moi. Et j'ai fait un premier voyage en solo en 2020 à Lisbonne. Et c'est là que j'ai découvert le marketing et surtout j'ai découvert des gens qui travaillaient et qui voyageaient en même temps. Et pour moi, c'était un peu un truc improbable, quoi. Je suis issue du milieu équestre, je sais ce que c'est que de travailler 7 jours sur 7, mais voyager en même temps, c'était assez ouf. Et je me suis dit, ben moi, je veux faire ça, je veux ce style de vie. Donc, je suis devenue copywriter. Très rapidement, ça a évolué grâce à mes clientes, aux demandes que j'avais. Je me suis mis à les accompagner dans leur lancement. Et j'avais mon objectif, je voulais devenir digital nomade. J'ai vendu ma maison, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai donné, je suis partie et je suis rentrée 2 mois après. On est parti où à ce moment-là? À Lisbonne, je suis retournée à Lisbonne, j'étais en Je me coloc en fait et je me souviens, suis sentie Ouais, je me tellement souviens. mal. Vas-y, je me raconte-nous. souviens de cette époque-là. Comment Ouais. C'était qu'est-ce qui t'a, enfin, on en avait déjà parlé, mais je pense que c'est intéressant de partager ça, tu vois, parce que beaucoup de personnes ont envie justement de faire la même chose. Maintenant, c'est une démarche qui peut se faire aussi progressivement. C'est ce que tu fais, tu vois. Aujourd'hui, là, tu vas repartir, tu vas nous en reparler. Mais qu'est-ce que tu as ressenti, tu vois? Comment ça s'est passé à Lisbonne? Ouais. En fait, je pense que j'étais clairement pas prête à être loin de mes proches, loin de tout le monde. Et le déclic, ça a été, en fait, je suis partie avant qu'on ait signé les papiers pour ma maison, parce que les dates n'ont pas coïncidé, et c'est mon beau-père qui a été signé pour moi. Et je me rappelle très bien, il m'appelle, il me dit, Maëva, c'est bon, la maison est signée, elle est vendue. Et là, je sais pas, j'ai une angoisse qui arrive en moi, je n'ai plus rien.
En fait, ça a été j'ai plus rien. J'ai plus d'endroit où aller, j'ai plus d'affaires, j'ai plus rien. Et je l'ai super mal vécu comme une insécurité, en fait. J'avais plus rien. Et je vois, tu vois, quand c'est Ambroise, tu voyages juste avec un sac à dos. Je me dis, mais comment tu fais? Moi, j'ai acheté une deuxième valise pour partir, là. Tu vois, je vais pas pouvoir partir avec un seul sac à dos. Et c'est ça que j'ai le plus mal vécu. Et après, je pense que c'est un engrenage où j'étais en angoisse et finalement, j'ai pas réussi à me ressentir bien. J'étais en coloc et j'ai fait plusieurs essais. Je me rends compte que je suis pas faite pour être en coloc. Il faut que j'ai mon chez moi à chaque fois. Ça se passe beaucoup mieux quand j'ai vraiment un environnement où je suis seule. Mais ça a été, je suis rentrée 2 mois après. Ça m'a provoqué des migraines et tout. Tu Je l'as suis revenue, vécu j'ai comment? repris un je me appartement, souviens, j'ai racheté des meubles. Et puis... On avait pas mal parlé et je l'as vécu viens, comme pendant un que tu échec, parlais, ou- de rescroller notre historique d'Instagram et tu as répondu à une de mes stories le 10 octobre 2020. Donc c'est depuis ce moment-là qu'on est en contact. Et justement, quand j'étais à Lisbonne et tu disais, et dire que j'y étais au début de l'année, tu vois. Ouais, bah c'est ce voyage-là qui m'a fait vraiment tout balancer. Et je me suis dit, j'ai tellement aimé Lisbonne que je vais aller commencer par là-bas. Et finalement, ma deuxième expérience, c'est pas du tout passé. Et puis c'est pas dû à la ville, hein, c'est moi qui étais juste pas prête à ne plus avoir de pied à terre. Ouais. Et je remarque dans l'historique que j'avais justement fait une interview avec Adrien. Toi, tu étais à Porto, Adrien et moi à Lisbonne. On avait fait une interview de toi sur ma chaîne YouTube. Et je pense que c'est comme ça que Maëva t'a découvert, en fait. Possiblement. Parce que je vois que Oui, Maëva, tu disais, oui, ouais, il y oui, a trop complètement. bien un copywriter qui donne des vrais conseils et tout. Et du coup, trop stylé. De revoir un peu Hmm. l'historique, j'aime bien remonter à la source, quoi. C'était Si, quand ça? si, C'était c'est en clair. 2020 du coup? C'était fin 2020, ouais. Fin 2020. Le Ah bah 11, tu vois, je me suis lancée le le 11 1er décembre. septembre 2020. Hmm. Ah ouais, j'étais à Ericeira, je crois. Possible. Ouais. Il y avait un espèce de fond avec un truc en contreplaqué derrière. Ça te rappelle des souvenirs. Je sais plus, je crois que j'étais à Ericeira, un petit village de pêcheurs au nord de Lisbonne, et très chouette d'ailleurs. Et il y a une communauté nomade, surfeurs, machin là-bas. Et j'ai passé un moment. Ok. Et bah comme Hmm. ça on a l'historique, c'est bon. C'est tout bon. C'est clair. Bienvenue dans Business et Coconut, le podcast où on te donne accès aux discussions privées et parfois intimes de 2 amis entrepreneurs nomades. Au programme liberté, bien-être, voyage, business. Je reprends le Notion. Ouais, du coup, Eva, C'est on un va truc qui réussir était à vachement se plus... croiser. Ah, je pense que j'ai un petit décalage. Je disais, c'était Vas-y, vachement vas-y. plus facile pour moi de vous contacter, en fait, de commencer à engager la conversation via Instagram. C'est le problème que j'ai eu quand j'étais à Lisbonne, en fait, c'est que j'étais tellement timide et réservée que j'osais pas aller vers les gens. J'ai essayé des soirées, mais comme mon anglais était limite, plus le fait que j'étais timide, bah, j'osais pas parler. Et Hmm. du coup, Instagram m'a vachement aidé à commencer à nouer des contacts en me disant, bah, au pire, on me répond pas et c'est pas trop grave. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon réseau. Comme j'y arrivais pas en présentiel, bah, je le faisais via Instagram. Je rebondissais sur les stories des gens. Trop bien. Ah, c'est un Et bon du moyen. coup, pour rester sur la question donc du voyage, t'es rentré et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, tu t'apprêtes enfin, t'as déjà fait des petits séjours à Dubaï et là, tu t'apprêtes à vraiment déménager là-bas. T'as fait les démarches, ce que tu me disais la dernière fois. Et là, en novembre, tu pars vivre là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je pense Qu'est-ce que qui s'est passé finalement, depuis? Finalement, j'ai fait petit à petit. J'ai eu envie de temps en temps de bouger, de voyager. Et du coup, bah, j'allais rejoindre des gens que je connaissais dans un autre pays. Et au début, bah, je faisais ça 1 mois, 2 semaines, des choses comme ça. Et puis petit à petit, je me suis sentie bien, plus à l'aise. J'ai développé mon réseau aussi. J'ai même été, mon premier long voyage, c'était 2022 où je suis partie au Brésil, une cliente qui me dit, bah, moi, je suis au Ouais. Brésil, regarde le temps, il fait beau, nous, c'est décembre, il faisait super froid, je dis, vas-y, je prends un avion, j'arrive. Et je suis partie vraiment sur le moment. Et en fait, ça a été plein de petites victoires comme ça qui m'ont permis d'avoir plus confiance en moi. Alors pour le moment, à chaque fois que je voyage, je rejoins des gens que je connais. Hein. Je voyage pas en mode vraiment totalement solo. J'aimerais vraiment essayer de faire ça, mais voilà.
Et puis en début d'année, j'avais un mastermind à Dubaï et autant vous dire que Dubaï, c'est pas du tout la destination que j'aurais fait par moi-même si j'avais pas eu cet événement. J'avais des gros a priori sur Dubaï, trop bling bling, trop ceci, trop cela, toutes les a priori que tout le monde peut avoir dessus. Et finalement, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. C'est pas du tout ce que j'ai vécu. Ça m'a donné une énergie énorme. Je m'y suis sentie vraiment chez moi. J'ai des connaissances là-bas, donc pareil, j'étais pas seule et j'ai kiffé et je me suis dit, en fait, parce que je suis revenue de Lisbonne la première fois, mais en fait, faut savoir que là où je vis actuellement, je vis en Bourgogne, je m'y sens pas bien. Mais c'était plus confortable pour moi d'être dans un endroit que je connais et où je me sentais pas bien que d'aller finalement chercher un endroit ailleurs où je me sentais bien et où potentiellement je serais seule au début. Donc ça a été tout un cheminement où là, quand je suis arrivée à Dubaï, je me suis dit, mais en fait, je me sens hyper bien ici et à quel point, ouais, ça peut être difficile au début d'être dans un nouveau pays, ça fait peur, autant vous dire que plus les démarches ont avancé, plus j'ai flippé. Mais finalement, des fois, on reste dans des situations qui sont hyper inconfortables, qu'on déteste, mais juste parce que c'est entre guillemets plus confortable parce qu'on la connaît, cette situation qu'on n'aime pas. Donc, il y a cette phase où faut se botter un peu les fesses et il faut aller découvrir ailleurs pour un endroit où on se sentira mieux. Mais carrément, l'inconnu fait peur. Après, un truc aussi, c'est que là, tu t'es projeté sur un déménagement, je cherche le terme, tu vois, pour une émigration, donc pour migrer finalement, en novembre. Et tu t'es décidé quand? Tu t'es décidé en début d'année? C'est en début d'année où tu t'es dit... Je me suis presque décidée sur le coup. Vraiment, ça a été le coup de foudre, quoi. Les papillons, tout ça. Je me suis dit, non, mais en fait, je suis trop bien. Donc, et là, j'y suis retournée au mois de mai pour faire les démarches. Tu t'es laissé quasiment presque un an, on va dire, de latence avant d'y aller. Et moi, je me souviens, en fait, c'est comme ça qu'on avait fonctionné. Et ce qui paraissait complètement effrayant, en fait, au départ, tu vois, lâcher ton appart, moi à l'époque, lâcher mon job carrément, quitter les amis parce que j'avais toute ma bande d'amis, tu vois, la famille en France, etc. Ça aurait été complètement effrayant si j'avais dû partir dans 15 jours, un mois et demi, tu vois. Mais vu qu'on avait fait un rétro-planning et on s'était projeté à un an, en fait, c'était pas du tout effrayant. Et chaque semaine, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passait permettait d'intégrer l'idée que à la date, au moment T, je partirais. Et à la fin, c'était de l'impatience et il n'y avait plus du tout d'appréhension. C'était intégré, c'était normal. Et je pense que ça, c'est assez puissant. Et c'est peut-être aussi pour ça, justement, qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus confiante. C'est parce que c'est pas trop soudain, quoi. Enfin, je sais pas. Et j'ai anticipé mes peurs. J'ai anticipé mes peurs quand je me suis retrouvée. Donc, j'ai pris une juriste pour faire toute la partie administrative et légale. Et tout de suite, j'ai posé une question. Et si 2 mois après, je veux repartir? Si finalement, je change d'avis et que j'aime pas ça? Parce que j'avais très peur de refaire comme à Lisbonne. Sauf que là, j'ai engagé des frais. C'est quand même hors Europe. Enfin, c'est quand même pas du tout la même chose. Et en fait, la nana me répond, tu rentres? Et en fait, elle me répond ça avec un tel détachement que je me suis dit, oui, en fait, juste, je rentre. Et je l'ai fait à Lisbonne, je l'ai fait là. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et finalement, pareil, je me suis dit, mais l'été, il fait chaud là-bas, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Donc, en fait, dans ma tête, je vais y aller pour quelques mois, puis je vais rentrer, et puis peut-être que je vais enfin pouvoir aller en Asie, parce que du coup, le vol va être moins long et que ça va me faire, parce que j'aime pas trop l'avion aussi, donc ça va me faire moins peur. Et en fait, je me suis un peu habituée comme ça en me disant, mais il n'y a pas de pression. Je vais pas à Dubaï toute ma vie. Je vais à Dubaï le temps que je kiffe, le temps que ça va durer. Et si un jour j'en ai marre, je rentre. Trop bien. C'est pour ça, moi, le saut, tu vois, être en France versus s'expatrier quelque part d'autre, c'est un beaucoup plus gros saut que de devenir d'abord backpacker, puis nomade, puis se baser quelque part, quoi. Et même si c'est pas pareil, mais justement, tu vois, j'ai besoin d'avoir un process, tu vois. Ouais, mais ça c'est ok. Moi, tu vois, maintenant, je suis basé aussi à Chiang Mai. Tu vois, je vais y être à peu près la moitié de l'année. Mais en fait, il y a aussi le côté confiance que je pense que tu as peut-être capté au fur et à mesure en personnel, tu vois, de voyager solo. Même si tu vois quelqu'un, il faut quand même y aller au Brésil, tu vois. Et quand tu m'as dit que tu allais au Brésil, je dis ok, trop cool, quoi. Genre, t'as passé un step. Et quand tu voyages, tu apprends à te faire confiance sur cette partie-là, à dépendre que de toi.
dans des situations où tu sais pas ce qui peut se passer. Et enfin, moi, c'est un truc que je le dis souvent, tu vois, si je devais donner un truc de dev perso à tout le monde, c'est voyager au moins un mois complètement solo, quoi, dans ta vie. Et une fois que tu as fait ça, t'es invincible, quoi. Enfin, t'es pas invincible, il peut t'arriver des trucs, mais tu sais que tu vas pouvoir rebondir et que tu peux te faire confiance dans des situations qui sortent du camp. Parce que quand tu commences à voyager, tu vois, ne serait-ce qu'un mois tout seul, je sais pas combien de personnes vont faire ça dans leur vie. Le pourcentage des Français, tu vois, vont faire ça dans leur vie. Mais du coup, tu es déjà dans cette catégorie-là, tu vois. Et plus tu le fais, plus tu mets des trucs un peu inconfortables, plus tu évolues et plus au final, tu es prête à être, voilà, à te mettre t'installer quelque part que tu connaissais pas il y a quelques mois et savoir qu'il va y avoir des trucs qui vont pas se passer comme tu veux, mais tu te fais assez confiance pour ça et encore plus kiffer ce chemin-là, quoi. Donc, trop cool. Clairement. Au début, ma difficulté aussi, c'est, tu sais, tu voyages, ok, t'arrives à destination, c'est bien, mais après, je bougeais plus. J'osais pas aller visiter toute seule, j'osais pas aller, donc je restais vachement, Ouais. finalement, je changeais de pays, mais j'étais sur mon ordi à travailler toute la journée, mon style de vie changeait pas. Et ça a Mais été t'osais pas pareil, ou hein. t'avais pas envie? Non, j'osais pas, vraiment. Mais t'avais envie? Mais j'avais envie, oui, oui, clairement. Et encore Ouais, maintenant, ouais. tu vois, il y a des endroits à Dubaï que j'aurais aimé aller visiter. Et à chaque fois, je me dis, oh, tu vas pas y aller toute seule quand même. Et du coup, je me bride un peu Ah, là-dessus. Donc, ça va mieux. Mais encore une fois, c'est des petits pas. Et je pense que quand on a un tempérament un peu anxieux comme ça, bah, fais des petits pas, en fait. Peut-être va quelque part en France ouais. d'abord, puis en Europe, puis, et c'est Mm. ce qui a fonctionné pour moi. C'est, même dans mon business, j'avais vraiment des gros problèmes de confiance en moi. Et c'est les petits pas qui m'ont aidé, les petites victoires, tu vois. Genre au Brésil, à un moment donné, je me suis retrouvée 3-4 jours où j'étais vraiment toute seule. Et je me suis dit, Maëva, tu vas pas rester enfermée dans l'hôtel, quoi. Bouge, sors, va faire quelque chose. Et genre, je suis sortie, en plus, il y avait pas de restaurant dans l'hôtel. Donc déjà, il fallait que j'aille me nourrir. Et je suis rentrée, mais tellement fière de moi. J'étais restée 4 jours toute seule. Et j'étais trop C'est trop contente bien. d'avoir réussi. Putain. Et là, c'est trop bien. Et tu vas, est-ce que tu vas au resto toute seule? Bah, je le fais finalement quand je suis en voyage, parce que bah, finalement, t'as Ouais. pas le choix, tu vois, quand tu vas d'une destination à l'autre, tu t'arrêtes. Mais c'était difficile, tu vois. C'est comme au cinéma, j'ose pas encore aller au cinéma toute seule. Ok. Parce que le resto seul, je sais pas, bah Ambroise, je te pose pas la question parce que en Asie c'est assez commun, quoi, on va dire. Mais je me souviens qu'en Moi, j'ai été ce France, midi tout seul au à resto. l'époque, tu sais, t'avais les. Ah, mais c'est trop, mais moi tout le temps, mais j'adore. Je trouve ça trop bien. Mais c'est devenu normal. Mais du coup, j'essaie de me souvenir. Je me remémore à l'époque, tu sais, quand j'avais les tickets resto là. Et du coup, je prenais mes tickets resto et parfois le midi, j'étais tout seul et j'étais partagé entre c'est bizarre et je découvrais à quel point c'était kiffant, tu vois. J'étais partagé entre les deux. Je me disais putain, et je me souviens que les premières fois, j'étais un peu tu vois, mal à l'aise. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les gens me regardaient, j'avais l'impression que les gens me jugeaient, genre, ouais, il a pas d'amis celui-là. Et alors qu'en fait, tout le monde en a rien à foutre, quoi, tu vois. Mm. Personne en a rien à foutre. Mais ouais, je me souviens du poids, tu sais, du regard, etc. Et en même temps, pendant le truc, tu vois, je sais plus, je devais écouter. Je sais même plus en fait ce que je faisais, mais je kiffais, quoi. Et j'ai découvert ce truc d'être mangé tout seul. Putain, mais c'est vraiment trop, trop bien, quoi. Voilà. Mais je pense que ça peut être un. Je me dis, tu vois, ça, ce genre de truc, ça peut être un step hein, pour, Ah, mais tu clairement. vois, quand t'as peur, tu vois, de ce genre de truc, tu vois, que t'es un peu. Ah, on a perdu Ambroise, là. Ouais. Et ben, il va revenir. Quand t'as un peu cette appréhension que t'avais, toi, mais peut-être que ça peut Mais être un bon conseil, tu vois, de dire, bah, je déjà, me vas-y, suis va au vue, McDo tu tout seul, vois, tu vois. je me rappelle un jour, j'étais au resto avec une copine et il y avait une dame, elle mangeait toute seule. Et en fait, elle nous a fait de la peine. Et on l'a invitée à manger avec nous. Et du coup, je pense que j'ai ce truc où quand je mange toute seule en me disant je fais de la peine aux gens, quoi. Alors, quand je suis en voyage, c'est gênant, mais ça va. Mais dans ma ville, là où j'habite, qui est pas très grand, je veux pas manger toute seule. Déjà, j'aimerais trop Ah aller au ouais? cinéma là, parce qu'il y a un film que je veux voir, mais ça me crée une frustration en me disant chaque jour, je me dis allez, tu vas au cinéma aujourd'hui. Et à chaque fois, j'y vais pas. Ah, j'avoue que ça peut être un challenge cool. Et je me dis que ça se trouve, tu vois, ça va te faire exactement le même effet que moi, ça m'avait fait les premières fois au resto, à te dire, putain, mais en fait, genre, le niveau de plaisir que j'ai pris au cinéma en étant toute seule, il est multiplié par deux, tu vois. Alors, je Clairement. me dis, tu vois,
que vu de l'extérieur, il doit y avoir un peu un truc genre ouais mais partager c'est bien, ou alors ça c'est un discours d'égoïste, etc. J'en sais rien, mais toujours est-il que franchement parfois ça veut pas dire qu'il faut toujours faire les trucs tout seul, mais parfois faire des trucs tout seul, franchement c'est kiffant quand même. Et Moi, ce que je remarque aussi, c'est que finalement, ça me crée une frustration de ne pas le faire. Tu vois, des fois, j'ai envie d'aller au restaurant et il y a personne qui peut venir avec moi et je me frustre, moi, tu vois, de me dire, bon, bah, du coup, j'y vais pas. Alors qu'effectivement, je pourrais y aller toute seule. Et là, ça me frustre de pas aller voir le film que je veux aller voir. Et je pense qu'il y a ce truc de vraiment se détacher parce que finalement, je passe à côté de petits plaisirs que je pourrais juste avoir en allant au cinéma toute seule, en allant manger au restaurant toute seule, juste à cause du regard des autres. Et finalement, ça se trouve, ils me regardent même pas et c'est juste moi dans ma tête. Ouais, je comprends. Du coup, tu t'en veux après, quoi. Tu t'en veux à. Et ben, tu vois, c'est marrant parce que moi, ça va être un peu le truc aujourd'hui. Hein, je sais pas trop si. Enfin bref, on s'en fout. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un peu l'effet inverse, tu vois. C'est-à-dire, Ambroise peut en témoigner puisque maintenant, enfin, tu vois, on se voit régulièrement, tout ça. Et dès lors qu'il y a du monde sur un événement ou voilà, je vais avoir plus de mal à me bouger le cul, tu vois. Quitte à presque parfois même m'en vouloir un peu a posteriori, mais le fait qu'il y ait du monde, j'ai pas envie, tu vois. Et alors que si c'est très petit comité ou carrément si c'est faire un truc tout seul, il y a aucun problème, tu vois. Maintenant. Donc finalement c'est un peu le cas inverse maintenant. C'est bizarre. C'est marrant parce que du coup, quand j'ai fait mon repas de départ avant de partir de Chiang Mai, parce que là je suis à Bangkok quelques jours, c'était quand? C'était samedi soir? C'était samedi, ouais. Ouais. Je sais que le truc, en fait, à la base, on devait être 4 et finalement, on était 10, tu vois, et c'était pas prévu. Et je pense que vous savez pas à quelle heure on arrive au resto qu'on serait autant. Mais. Ouais, et surtout que j'avais pas suivi final, dans la conversation et tout, c'est là qui. Ouais. Bah c'est des gens que j'ai croisés dans la rue, je dis, je fais mon truc de départ ce soir, tu veux venir? Et oui, tu vois, puis ça a fait un groupe comme ça. Mais au final, du coup, vous avez rencontré aussi d'autres gens cool, quoi. Donc, ouais. Mais ouais. Après, tu vois, une fois que je suis dans l'événement, je suis pas dans mon coin reclus. Non, je suis ouvert et je parle aux gens et c'est cool, tu vois. C'est juste l'avant, tu vois, l'appréhension de se dire, alors du monde, ça va être fatigant, machin et tout. Je sais pas. Alors que moi, finalement, j'ai aussi ce problème-là. C'est que quand je rencontre des gens nouveaux et qu'on est nombreux, j'ai beaucoup d'appréhension, ça me stresse énormément. Et l'année dernière, je m'étais donné cette mission de me dire, maintenant que t'oses parler aux gens sur les réseaux, va les rencontrer en vrai. Et je sais que ça a été compliqué les premières fois où je me comparais beaucoup, j'avais l'impression que j'étais toute petite à côté des autres. Et finalement, j'ai fait un premier événement en juin, un autre en septembre, un autre en octobre, un autre en novembre. Et puis ça s'est décoincé, je me suis rendu compte à quel point c'était puissant de se rencontrer, de rencontrer d'autres entrepreneurs et de pouvoir échanger, et à quel point il y a personne qui se juge, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense aussi que le fait d'être déjà d'avoir davantage l'habitude d'être à l'étranger. Je réfléchis pour toi, tu vois, et la façon dont tu évolues. Je me dis que peut-être que le fait de vivre à l'étranger, à Dubaï, j'imagine, je sais pas, tu vas encore plus te détacher du regard des autres. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, ça peut être un peu problématique par moment, mais aujourd'hui, je suis complètement détaché de tout ça. Alors que je crois que j'y étais vachement attaché. Tu sais, moi, j'ai grandi avec une mère solo qui était dans un truc avec ses sœurs, où tu sais, toujours se faire belle, le regard des autres, machin. Tu vois, j'ai vraiment grandi là-dedans, quoi. Et aujourd'hui, mais j'en ai vraiment rien à foutre, au point que parfois, tu vois, je me rends pas compte que je suis vraiment sapé n'importe comment ou des trucs comme ça. Ouais, des fois, ça peut être un peu bizarre, mais bon, c'est un autre. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me sens complètement détaché de tout ça. Et je pense que c'est vraiment parce que c'est le fait d'être à l'étranger et de se rendre compte qu'ici, enfin, moi, franchement, j'ai l'impression qu'il y a qu'en France où le regard des gens est aussi pesant, tu sais. Je sais pas si. J'ai l'impression que les gens se regardent pas à l'étranger, qu'ils s'en fichent de peu importe d'où tu viens, peu importe de comment t'es habillé. Je me rappelle au Brésil, ils étaient à fond sur Instagram, ils étaient là en train de se faire des lives ou de se prendre en photo dans la mer. Et moi, je les regardais en mode, mais c'est chelou de faire ça. Et ma pote, elle me dit, non, c'est normal, tout le monde fait ça ici. Ah, ok. Ouais, et je suis la seule française à avoir un regard un peu bizarre. Mais
Après, je crois, ce que je crois, c'est que je crois je vais parler pour la Thaïlande, c'est qu'il y a quand même la pression sociale, hein, finalement, elle est quand même très présente, mais entre les Thaïs et toi, en tant qu'étranger, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un Thaï qui fait un truc chelou, ou tu vois, même qui a pas les bons habits ou je sais pas quoi, bah tout de suite, il va être catalogué comme étant un pauvre ou un machin ou je sais pas quoi, alors que toi, on s'en fout. Tu vois, par exemple, moi, je roule avec un petit scooter un peu pourri et je le kiffe, mon petit scooter un peu pourri, tu vois. Et pour le coup, si j'étais Thaï, il serait pas digne de mon statut entre guillemets, tu vois. D'accord. Et ça, je le sais, tu vois, on me l'a déjà dit, enfin bref. Mais parce que je suis un étranger, tout le monde s'en fout. Tu vois, par exemple, on a une pote en commun, d'ailleurs. Certainement que Mathieu écoutera, peut-être que Mathieu écoutera cet épisode, donc la compagne de Mathieu, elle est Thaï et je me souviens elle me disait, elle était assez admirative de son chef de service qui gagne beaucoup d'argent, qui est très riche, machin, mais qui est en scooter. Et en fait, elle me disait, en gros, c'est pas normal en fait pour un chef de service d'être en scooter. Il devrait être en voiture, mais elle kiffait en fait le fait que lui, il en avait rien à foutre du regard des gens et que parce qu'il voulait pas se taper les bouchons, etc., il était en scooter. Mais c'est pas normal, tu vois. Ici, c'est Ouais. pas normal, mais voilà. Mais pour un étranger, tout le monde s'en fout. Après, le truc, c'est quoi? C'était les trucs, c'est un peu du commérage et des gossips, tu vois, finalement, le fait que les gens se disent, se parlent et tout ça. Et c'est vrai qu'en France, il y a un peu, il y a un peu ce truc-là. Et ça y est un petit peu partout, hein. Tu vois, en Amérique latine, t'as les grands-mères qui sont entre elles en train de, au Portugal, les mamies sur leur balcon aussi et tout. Mais en fait, au Ouais. bout d'un moment, tu t'en détaches parce que, ok, on peut avoir des commérages sur toi, mais dès que tu fais des trucs intéressants qui sortent du commun, il y aura forcément du commérage sur toi, tu vois. Et au final, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est clair. Ouais. Et à vrai dire, j'avais entendu cette phrase. C'est, alors putain, je vais avoir du mal à la reciter exactement, mais l'idée c'était que euh, finalement, lorsqu'on fait les choses pour les autres, la plupart du temps, on cherche à prouver des choses aux personnes qu'on n'a pas vraiment envie, dont on se fout de la vie. Tu vois, c'est assez bizarre. Et en fait, juste conscientiser ce truc-là, ça permet de se rendre compte aussi que, en fait, on s'en fout. Tu vois, typiquement, je vais prendre un exemple parce que ce que je viens de dire, c'est pas nécessairement très clair, mais typiquement, par exemple, on va dire que tu fais un peu le fou compte tenu de ton salaire, mettons, et tu te prends une Mercedes, tu vois, en leasing. Alors que, on va dire que ça correspond. Enfin, ça vient vraiment buter ton salaire et en gros, c'est pas forcément le choix raisonnable, mais tu te dis, tu vois, ça le fait. Et en fait, quand tu réfléchis, qui est-ce que tu vas venir impressionner avec ta Mercedes? C'est pas les gens qui roulent en Mercedes en fait. C'est pas les gens qui roulent en Porsche, c'est pas les gens qui roulent en Ferrari, c'est les gens qui roulent en Clio. Mais est-ce que ça t'intéresse d'impressionner les gens qui roulent en Clio? Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, en fait, lorsque on se soucie du regard des gens, on se soucie du regard des gens dont on se fout un peu, tu vois, ou qui nous inspirent pas, ou qui, bref, vous voyez un peu l'idée. Je trouvais que Ouais. Ouais, je ouais, trouvais que la réflexion, elle était assez intéressante. c'est un peu le truc, alors je sais plus d'où ça vient et quoi, mais c'est un peu le truc, là je pense que c'est devenu un peu un saying populaire des comptes Instagram américains, tu vois, mais le truc de dire de faire un boulot que t'aimes pas pour impressionner les gens dont on a rien à foutre au final, tu vois. Parce qu'au C'est final, il y clair. a un peu cette course-là aussi, tu vois, genre c'est un peu le truc de banlieue, genre ok, t'as une Toyota, mettons, ton voisin, il a une promotion, il se prend une BMW, donc toi, il faut que t'aies une Audi juste un peu au-dessus, tu vois, et après machin, et c'est un peu ce truc de voisinage, et en fait, ces gens-là qui sont dans cette genre de rat race-là, si tu prends un peu de recul, tu t'en fous pas mal, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, tous C'est les clair. trois, on est un peu sortis de ce truc-là. Et il y a aussi ça dans l'entrepreneuriat aussi, hein, le truc de toujours faire plus, vouloir avoir plus, que ce soit une équipe, un CA ou machin. Et chacun son parcours par rapport à ça. Mais il y a aussi cette rat race entrepreneur et beaucoup de gens sont là-dedans, mais pas forcément pour eux en fait.
parce qu'il faut, quoi. Il faut, c'est normal d'être dans l'hypercroissance, de trucs comme ça. Et en fait, c'est pas Après, la croissance, c'est un peu. mais Ouais, voilà. Après, je pense que la croissance, c'est naturel. tant que c'est pour vouloir tant que croître ça vient de pour pas toi et que s'ennuyer. c'est relié à tes objectifs, c'est bon. Mais si tu Et que dis, tu OK, te je veux faire 1 challenges toi et million pas par rapport. parce que dans mon mastermind, on dit qu'il faut faire 1 million. Voilà, il y en a qui ont des objectifs différents. Je reparle de mon coaching que j'ai eu l'autre jour, là, Adrien, j'en ai parlé dans l'épisode dernier de Business Coconut, mais j'ai eu un coaching et le mec, il me dit, bah, écoute, enfin, tu sais, il a accès à tous mes chiffres, il dit, bah, écoute, tu gagnes bien ta vie, tu habites là où tu veux, tu fais ce que tu veux. Ton objectif de boîte, genre, c'est pour qui? Est-ce que t'as une famille? Est-ce que t'as un truc à financer, tu vois? Et il disait, ouais, c'est aussi, bah, voilà, c'est de trouver qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Moi, je le sais. Mais il y a beaucoup de gens qui naviguent un peu à vue comme ça, OK, faire plus, mais OK, pourquoi, tu vois? Toi, je sais que tu parlais dans tes stories que tu disais, OK, je veux m'installer à Dubaï, il faut que je double mon chiffre d'affaires, tu vois, pour le rendre possible, ou un truc comme ça. Et du coup, tu as un c'est objectif, ça. tu vois. Mm. Et Et l'autre après, jour, tu j'ai auras créé un sûrement post. une Lamborghini à Dubaï, et ce sera un autre objectif, tu vois. Je rigole. Ouais, non, bah après, c'est pas le style de vie que moi j'ai envie. Et tu vois, j'ai fait un post l'autre jour où je disais arrête de regarder ce qui se passe chez les autres, en fait, occupe-toi de toi. Parce que j'ai remarqué, Ouais. et moi je suis sur Instagram, hein, à quel point en fait les gens créent du contenu pour critiquer les autres. Ah, lui il fait ça, c'est pas bien. Ah, lui il parle de son CA, mais regardez, il fait de la pub. Mais en fait, je me suis dit, on s'en fout. On n'est pas, il n'y a pas genre une ligne d'arrivée, on n'est pas en train de faire la course les uns contre les autres. Je veux dire, on est tout seul dans nos business et on arrivera là où nous, on a envie d'arriver et il faut vraiment arrêter de se comparer aux autres parce qu'on n'a pas les mêmes styles de vie, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes... Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de course à avoir avec les autres entrepreneurs. Même au niveau des freelances, c'est déjà un peu ça, quoi. C'est dangereux. Tu sais, des gens qui sont même pas lancés et ils se comparent avec des gens qui sont lancés en activité depuis 10 ans, tu vois. Ils se sentent mal et c'est un terrible fléau, quoi. Ça motive, ça donne l'inspiration, etc. Mais on est que en vraie compétition avec soi-même au final parce qu'on n'a pas tous le même jeu de cartes en départ, tu vois. Il y en a, ils vont être surdoués en vente, d'autres ça va être en opération, d'autres machin. Puis il faut s'améliorer, patcher ça et tu vois, je pense que quand on arrête d'être en compétition avec les autres et qu'on cherche plutôt à créer des partenariats, à chercher la complémentarité. Je suis pas très forte en vente, mais peut-être que toi t'es fort et peut-être qu'il y a moyen de faire un partenariat et que par ta formation tu me ramènes des clients. Et ben il y a peut-être un truc plus intelligent à faire que plutôt de se regarder, de se tirer dessus à longueur de journée. Après, la question des influences, c'est toujours une question, c'est toujours un jeu de surenchère. Et ça, je trouve que c'est important aussi de s'en rendre compte. Et j'ai l'impression que beaucoup s'en rendent pas compte. Et c'est dommage. De quoi est-ce que je veux parler? C'est que très souvent, les chiffres qu'on voit sur les réseaux, c'est pas tout à fait juste. Les questions, par exemple, alors dans le e-commerce, c'est les champions pour ça. Je crache sur personne. C'est une réalité. Il faut en avoir conscience. Quand quelqu'un te dit qu'il a fait 5 millions de chiffre d'affaires ou je sais pas quoi en e-commerce, bah, il faut déjà ramener sur la marge des produits, d'accord? Tu retires la marge, tu retires la livraison et ensuite tu retires les coûts publicitaires. Et c'est pas parce que tu as fait 5 millions que tu es rentable et que tu gagnes de l'argent. Tu vois, tu peux faire 5 millions et perdre de l'argent. Et ça, c'est un truc souvent qu'on voit pas. Et pareil, même dans le monde de la formation, et voilà, tu as aussi ce truc-là, cette espèce de course impressionnante au chiffre d'affaires, mais derrière, on ne sait pas combien ça coûte. Tu vois, ne serait-ce que l'équipe de closer, tu retires déjà 10%, voire 15%. L'équipe de setter, tu retires 5 à 7%. Donc, tu as déjà bouffé plus de 20% du chiffre d'affaires. Ensuite, tu vas avoir des coûts d'acquisition, tes coûts de pub, etc., qui peuvent monter à 30-40%. Tu retires tes assistants, tes logiciels, tes machins. Et au final, sur tout ton chiffre d'affaires, il te reste peut-être 10%, 20% de marge. Et ça, c'est des trucs, il ne faut pas les oublier. Et parfois, plutôt que de se comparer à des mecs qui annoncent du 10 millions, enfin, j'ai n'importe quoi, tu as des millions de chiffres d'affaires, ça peut être intéressant d'aller essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leur modèle, leur coût de livraison, leur coût d'acquisition, leur coût de pub, machin, et se dire, en fait, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie ?
Tu vois, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie? Et se rendre compte que par moment, tu peux avoir plus de marge avec un plus petit chiffre d'affaires en n'ayant pas d'équipe. Et moi, je sais qu'à un moment, c'est comme ça aussi que j'ai vécu le truc, quoi. C'est de me dire, bah en fait, le choix entre trop grossir et rester à une échelle cool, tu vois, bah il est vite fait parce qu'en fait, à trop grossir, je vais possiblement amputer mes marges et me rajouter de la complexité en fait par le management, le recrutement et tout le bordel. Bref, tout ça pour dire que le côté surenchère, faut aussi faire attention parce que c'est pas parce qu'on voit des gros chiffres que ça veut dire que c'est intéressant. Ouais, puis on n'est pas tous dans le même game en fait. Je veux dire, chacun a ses ambitions. Je parlais le jour avec un pote entrepreneur. Lui, il disait voilà. Il disait que lui, il était bien, quoi. Il avait, enfin voilà, son objectif financier était atteint, quoi. Ça fait un moment qu'il est dans le business, etc. Mais qu'il avait un pote qui lui visait absolument, je sais plus combien il disait, 10 millions, tu vois, et qui était dans une autre course que lui, en fait, un autre jeu. Et c'est ok, hein, mais c'est de savoir dans quel truc on joue. Ouais, mais tu vois, en fait, le truc, le problème, c'est que le jour où ton objectif financier il est atteint, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes ton business. Tu vois, personne n'a envie d'avoir un business moi aussi j'y ai pensé un moment, tu vois, je me suis dit bah franchement te fais pas chier quoi, tu stabilises et puis t'es tranquille, mais en réalité tu te fais chier quoi. L'être humain est conçu pour évoluer et tout ce que tu fais ça a pour objectif d'évoluer, donc qu'on le veuille ou non, si nos business arrêtent d'évoluer, on se fait chier quoi. Et je pense qu'on est tous un peu pareil par rapport à ça, non? Bah après je pense qu'il y a le challenge, oui, hein. C'est vrai que je veux plus parce que ça me challenge et parce que j'ai pas envie de rester sur le même chiffre tout le temps. Finalement, des fois, c'est pas tellement juste les besoins, c'est juste le challenge de dire, bah, je veux aller générer de la croissance, je veux aller faire un peu plus, je veux aller atteindre cet objectif-là. Et je pense qu'après, bah, si t'arrives au max de ton business, et encore, je pense qu'il faut y aller pour arriver au max de son business, bah, il y a d'autres possibilités, peut-être d'autres projets, peut-être d'autres passions. Moi, je sais qu'il y a tellement de choses qui me passionnent où tu peux vite te retrouver à faire toute autre chose, pourquoi pas, tu vois. Et se challenger, ça peut être aussi en dehors du business. Finalement, moi, en partant à Dubaï, c'est un réel challenge qui m'anime et dont j'avais besoin, qui est au-delà du business, en fait, qui est d'aller sortir de ma zone de confort, d'aller trouver un endroit où je me sente bien. Et puis après, c'est des objectifs aussi personnels. Le business, c'est aussi là pour alimenter tes objectifs personnels. Ouais. Après, dans le business, tu peux aussi choisir tes indicateurs dans le business. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement le chiffre d'affaires et le nombre de clients. Ça peut être aussi le nombre, je sais pas, le nombre de vies sauvées, le nombre de personnes. Enfin, bref, j'en sais rien, tu vois. Et puis il y a d'autres paramètres aussi, tu vois. Moi récemment, des fois, tu as des opportunités, tu as un truc qui fonctionne, tu sais que tu peux grossir là-dessus. Mais moi, ça m'est arrivé récemment de faire le choix de pas y aller tête baissée dans le truc, mais de plutôt prendre du temps pour stabiliser ce que j'ai déjà, parce que j'ai une vision plus long terme. Mais il y en a aussi dans ce monde business en ligne qui sont là pour faire des coups. J'en ai croisé des fois des mecs qui sont là, ok, j'ai trouvé ce truc là-bas. C'était un peu l'exemple des mecs qui vendaient des masques Covid en dropshipping en 2020-2021. Tu vois, ils avaient un coup. Ils ont été comme des cochons, tu vois, à faire des pubs et à dépenser beaucoup, etc. Bon, il y en a qui sont dans la grosse merde, ils se sont fait bloquer leur compte Shopify, Stripe et tout parce que c'était pas autorisé. Mais eux, ils étaient clairement sur un truc, ok, je veux faire un coup, tu vois, et après c'est fini, tu vois. Alors que je pense que nous, on a plus une approche long terme, et c'est aussi un paramètre. Des fois, tu as un peu de deux voies qui s'ouvrent, tu vois, tu peux aller à fond en mode genre hyper croissance en sachant que tu vas pas construire les bases de ton truc et que ça peut se casser la gueule, ou alors te dire, ok, moi, je suis pas là pour un ou 2 ans, mais je suis là à long terme, ou alors je veux revendre dans X temps et tu fais les choses différemment, quoi. Mais c'est cool, on a le choix, il y a autant de business models, de façons de faire du business qu'il existe de personnes, et ça, c'est cool. Chacun y trouve son compte. Et justement, à Dubaï, donc moi, ce qui m'intéresse, j'ai mis un truc dans le plan, c'est genre s'installer à Dubaï quand on n'est pas bling bling. Mais en gros, pour moi, c'est bling bling, ça peut être les possessions, etc. Mais ça peut être aussi le type de business, tu vois, et de tout ça. Toi, tu me disais que tu as des amis, les amis proches que tu as à Dubaï, ils sont pas du tout dans ce style-là. Tu as dû en rencontrer via tes événements ou autres. Comment tu vois ça un petit peu, les différences de mindset par rapport au business? Et tu vois, Dubaï, on se dit, là, il y a eu un peu un espèce de scandale qui a éclaté sur quelqu'un qui est à Dubaï récemment aussi. Tu vois, il y a un peu une image c'est un peu l'image qu'on a de Dubaï, tu vois, ok, il y a des gens qui sont assoiffés d'argent, qui vont aller faire un max de cash pour s'acheter des trucs, etc.
Toi, c'est quoi ton expérience là-dessus sur Dubaï et les différents types d'entrepreneurs que tu as croisés, les types de business, la vision court terme versus long terme? Ça m'intéresse de savoir. Ce que j'ai remarqué à Dubaï, en fait, c'est qu'il y a absolument tout pour vivre ce que tu as envie de vivre. C'est-à-dire que si tu prônes pour une vie plus simple, tu peux trouver ce que tu as envie de trouver là-bas. Et à l'inverse, si tu veux du bling-bling, si tu veux impressionner, si tu veux tous les coins de rue, tu as une Lamborghini que tu peux louer juste pour faire un tour et une photo. Euh, c'est c'est pas ce que j'ai pu voir. J'ai pas eu l'impression de voir des gens vraiment riches par rapport à moi là où j'ai traîné, hein, et les gens que j'ai fréquentés. J'ai vu des gens qui sont dans le paraître et du coup, bah ça fait bien. Je me rappelle lors de mon mastermind, on a fait un tour de limousine. Mais j'ai détesté ça. T'es dans le noir, t'es enfermé. J'étais malade toute la route. J'ai détesté ça clairement. Mais ça fait bien. On fait des belles stories. Et tu vois, tu sais, les gens, ils sont là, ils prennent des photos des voitures, des trucs, des machins. Donc, il y a un côté très m'as-tu vu. Et à côté, il y a un côté aussi très simple où je me levais le matin, j'allais marcher au bord de l'eau, j'allais prendre un brunch avec mes copines, on se mettait sur une terrasse avec nos ordinateurs et où c'était juste méga simple en fait. C'était pas plus cher les coûts qu'à Paris. Je pense que en fonction de ce que tu as envie de vivre, tu vis ce que tu as envie. Et je pense qu'il faut faire très attention quand même parce que si tu veux du bling bling, t'en as, mais t'as intérêt d'assumer derrière financièrement parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont cramés, qui sont venus, qui ont tout dépensé et qui ont fini par repartir. Ah ouais. Ah ouais. Tout appelle à la consommation, hein. Tu peux tout avoir et si t'as envie vraiment. Le truc des steaks à paillettes, là, j'ai vu ça passer l'autre fois là. Mais t'as des restaurants. De l'or dessus, genre ok. T'as des restaurants où la viande coûte une blinde parce que c'est une viande super connue. Alors moi, niveau bouffe, déjà les gastro, j'aime pas ça. J'aime pas grand-chose, donc du coup, je suis très bien dans un restaurant tout simple où il y a du choix. Mais oui, t'as des possibilités d'aller dans des très grands hôtels, d'aller dans des. J'ai été à un buffet à l'Atlantis où j'ai payé 90 € le buffet. Bon, meilleur buffet de ma vie, hein. Il y avait du choix, c'était trop bon. Mais c'est une expérience en fait. Tout est une expérience. Et si t'es là juste pour la frime, juste pour dépenser, je pense que derrière, faut pouvoir assumer quoi, parce que ça va vite monter cher quand même. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est frimer par rapport à qui, tu vois. Mais les réseaux sociaux te poussent un peu, tu les vois, tu vois, faire des stories, Ah oui, d'accord, ok. c'est C'est ça. pour les réseaux, quoi. Parce qu'en Je gros, pense qu'il y en a beaucoup. Après, il y a aussi le kiff de vivre une expérience. Moi, j'ai peur en avion. Je le vis très très mal l'avion. Quand je suis partie au Brésil, j'ai carrément vomi. Je suis très malade dans l'avion, je déteste ça. Et je me suis fait un kiff en allant à Dubaï. J'ai payé la business. Ouais. Honnêtement, j'ai pas encore les moyens de voyager en business tout le temps. C'était quelque chose qui n'était pas raisonnable. Mais l'expérience était incroyable. Et derrière, je savais que ça allait pas me foutre dans la merde. Mais tu peux aller vivre des expériences comme ça, mais il faut faire attention parce que finalement, Dubaï t'amène à ce genre d'expérience tout le temps, à dépenser beaucoup tout le temps. Et encore une fois, il faut pouvoir avoir les reins solides derrière et être sûr de gagner assez d'argent pour ça parce que c'est cher. Mais est-ce que justement, ça te conditionne pas à aller plus vite dans ton business, justement? Est-ce que justement être confronté à tout ça, ça te motive pas? Parce que tu vois, juste pour t'expliquer pourquoi je dis ça, ici à Chiang Mai, je peux pas augmenter mon style de vie. Tu vois, c'est-à-dire et je dépense que dalle quoi. Mais tu vois, j'ai visité, je te disais, Ambroise, j'ai visité des maisons, des châteaux. Je me sentais pas bien dedans. Et attention, hein, quand je dis des châteaux, c'était des trucs. Le loyer, c'était le loyer d'un 2-3 pièces à Paris. Hein, c'était pas un truc de fou. Hein. Mais ici, tu peux vraiment avoir des maisons incroyables. Et je me disais, mais ça me plaît pas, tu vois. Donc je préfère être dans une maison. Plus, c'était nul, tu vois. Directement, je me posais la question. Je me disais, ah putain, il va falloir avoir plein de box internet pour que ça capte partout, ça va être l'enfer. Et du coup, là, je suis dans une maison normale, on va dire, quoi. Et je suis bien. Donc là, niveau logement, je suis au max. Mon logement, il me coûte moins de 1000 € par mois, tu vois. Après, vous êtes deux. Dans mon hein, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes deux en plus. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Puis il y a une grande piscine, tu vois. Et voilà. À côté de ça, je fais
tu vois, je mange 2 fois par jour au restaurant ou en livraison. Donc, en fait, je suis dans un truc où je ne vois pas comment je pourrais augmenter mon niveau de vie. Alors, comment je pourrais dépenser de l'argent? Il y a toujours des moyens de dépenser de l'argent, mais c'est pas des dépenses qui me feraient plus plaisir. Typiquement, par exemple, avoir une voiture de luxe ou un truc comme ça, pour moi, ça ferait baisser mon niveau de vie. Si j'avais un de ces délires, je préfère en louer une. Comme ça, j'ai pas la responsabilité de l'entretien, de l'administratif, des papiers et tout ça. Tu vois, si un jour j'avais ce délire, je préférerais la louer. Comme ça, je suis tranquille. Mais avoir une voiture, pour moi, ça ferait baisser mon niveau de vie, en fait. Parce que ça me créerait des soucis, ça me ferait chier. Donc, j'ai l'impression que là, je suis au max. Bah, Et du coup, je pense pas. au niveau de la motive, ben, j'ai l'impression. Hein. Mais tu vois, il y a. Bah, tu me diras. Ouais, non, mais je sais pas si je te coupe dans ta lancée, mais j'ai quelques idées. Je sais pas forcément ce que tu voudrais, mais tu vois, il y a le truc après d'avoir quelqu'un genre qui chez toi, tu vois, qui s'occupe, un house manager, tu vois, qui cuisine pour toi, qui gère tes trucs perso. Alors tu vas rire, mais en fait, j'ai justement eu un échange avec quelqu'un que tu connais aussi avant-hier pour lui demander si sa personne était disponible pour ça. Et donc tu vois, pour pouvoir être là plus souvent pour faire le ménage, pour gérer la bouffe éventuellement, tout ça. Et mais après, tu vois, être là en permanence, ça me prendrait la tête. Et surtout, en plus que la chambre de bonne, je l'ai aménagée en atelier pour la moto. Donc pour moi, c'est plus intéressant. je plaisante, mais tu vois, en l'occurrence, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir quelqu'un chez toi en permanence, tu vois? Ah ouais, non, mais je dis que c'est pas forcément le truc que tu voudrais, mais il y a des moyens de dépenser de l'argent plus, quoi. Et puis, tu sais, il y a des trucs. C'est ce que je te dis, c'est des moyens de dépenser de l'argent, il y en a, mais ça veut pas dire que ça augmente ton niveau de vie, en fait. Ouais. Tu vois, bien sûr. Après, tu vois, ça peut être aussi d'autres trucs d'avoir un coach sportif privé, de faire des expériences de ouf, tu vois. Mais tout ce que tu dis, je le fais, en fait. J'ai un coach privé en moto. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, j'y ai réfléchi. Hein. Je pense que tu peux pas me piéger en 2 secondes comme ça parce que je me suis vraiment creusé sur comment maximiser le truc. Et voilà. Et du coup, lorsque je suis repassé en France là, il y a quelques semaines, lorsqu'on s'est vu, Maëva, ça m'a boosté, quoi. Parce que je me suis dit, mais en fait, si tu veux avoir une vie vraiment cool en France, faut vraiment avoir des très bons revenus, quoi. Tu vois, si par exemple tu veux vivre à Paris et être vraiment bien, faut déjà, tu te dis, faut avoir de l'espace et vivre, faut être central. Enfin, moi, c'est ma vision, tu vois. Donc, vivre Saint-Germain-des-Prés par là. Donc, déjà, budget logement, j'imagine que t'es pas loin ou plus ou moins 10 000 euros par mois, tu vois, direct. Tu vois, si tu veux être bien à ce niveau-là. Plus après, le café, c'est 5 balles ou je sais pas combien. Enfin, tu sais, et très, très vite, tu peux, les livraisons de bouffe, c'est largement. Et en fait, voir ça, je me dis, putain, mais en fait, ça motive, quoi. Ça me motiverait, ça me stimulerait davantage d'être dans un environnement où la vie est beaucoup plus chère. Et c'est pour ça, en fait, tout ce que je dis là, c'est juste par rapport à toi, Maëva, où je disais, peut-être que le fait de sortir de ta campagne, entre guillemets, parce que t'es en Bourgogne, c'est pas Paris, quoi, tu vois. Clairement. Et d'aller à Dubaï, peut-être que justement, tu me parlais justement de l'appartement que tu visais, tu me parlais du loyer, je sais pas si tu veux en parler, mais et tout ça, je pense que ça te stimule, ça t'aide justement à passer au next level et puis pour donner une petite idée, j'ai réussi à atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires dès ma première année, ce qui était super cool et assez ouf. J'ai beaucoup investi. J'ai réussi à le refaire, donc j'ai fait 2021, 2022, 2023. Et au bout d'un moment, c'est génial, hein, je me plains pas de faire ce chiffre d'affaires-là, mais je me suis dit, putain, il y a un truc qui coince quand même, je sais pas, tu sais, t'analyses tout, tu te fais accompagner, tu te dis pourquoi il n'y a pas de croissance. Et j'ai pris des accompagnements, je me suis parfois ratée dans les accompagnements que j'ai choisis, ce qui a été le cas l'année dernière. Et en début d'année, je suis dans la merde. Ma trésorerie a fondu parce que je me suis mal fait accompagner, parce que j'ai beaucoup trop investi. J'arrive à Dubaï dans un état d'esprit où
psychologiquement et financièrement, ça va pas. Et en fait, de me sentir bien dans cet endroit et de me dire, mais Maëva, t'as pas les moyens d'y vivre. Là, t'as un loyer, il est à 640 € à Sens. Et à Dubaï, c'est plutôt entre 3 000 et 5 000 € en fonction des quartiers pour 2 chambres. Et je veux 2 chambres pour avoir mon bureau à côté et éventuellement accueillir amis, famille. Et en fait, il y a eu ça, de se dire, bah là, comment je fais pour augmenter mes revenus, pour avoir un train de vie plus... C'est même pas un train de vie plus important finalement, parce que on parle juste du loyer, mais pour pouvoir payer un loyer plus cher, bon, sachant qu'à la différence, c'est que là, dans mon appartement à Sens, j'ai pas de piscine, j'ai pas de salle de sport, j'ai pas de soleil au mois de juin, n'importe quel mois. Donc, la qualité de vie n'est quand même pas la même à Dubaï, ce qui peut expliquer les loyers. Mais ça a été une vraie question. Et finalement, naturellement, tu sors, tu rencontres des gens, il y a un vrai réseau d'entrepreneurs français. Tes repas deviennent des masterminds, deviennent des choses inspirantes. Et en fait, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Mais j'ai fait mon chiffre d'affaires annuel en 3 mois. Donc je pense que l'énergie que j'ai mis, la motivation que j'ai mis, il y a eu un truc qui s'est débloqué déjà dans ma confiance en moi, je pense, dans ma motivation, parce que finalement, oui, j'avais cette frustration de ne pas avoir de croissance, mais je vivais bien, je voyageais, j'aurais pu vivre mieux, mais en soi, il y a un moment donné où bah tu restes un peu aussi dans ta zone de confort. Et là, je me suis dit, mais si ça, je le kiffe vraiment, pour l'avoir, il va falloir que je charbonne. Ça m'a rajouté un vrai stress, une vraie pression supplémentaire de me dire, bah là, il faut que j'ai les moyens au mois de novembre. C'est pour ça aussi que j'ai repoussé la date d'avoir l'argent. En plus, là-bas, tu dois payer ton loyer sur 12 mois. Tu peux éventuellement découper en 4 fois. Mais bon, si c'est 50 000 € en 4 fois, ça fait quand même beaucoup à sortir. Donc, tout ça, en fait, m'a mis dans une autre énergie. Je pense m'a redonné peut-être un peu la flamme. En plus, je sortais d'un accompagnement difficile. Et mon business, d'un seul coup, il a décollé de fou. Et pourtant, j'ai pas l'impression de faire les choses beaucoup plus différentes que l'année dernière. Ah bah c'est ça. Juste la question de... je suis assez convaincu de ça, ouais. Je pense que c'est l'énergie, vraiment. Il y a eu une énergie, tu vois, qui s'est passée où je suis toute seule dans mon appartement en Bourgogne où je côtoie 0 entrepreneur et que les gens qui m'entourent sont plus du style à me dire, oui, bon, bah, c'est bon, tu gagnes assez. Oui, bon, bah, c'est bon, t'as vu tout ce que tu peux te permettre quand même déjà maintenant. Où finalement, t'as déjà l'impression d'être hyper, d'avoir vraiment beaucoup de chance par rapport aux gens qui t'entourent. Où t'arrives à Dubaï, t'es toute petite, en fait. Tu gagnes pas grand-chose par rapport aux gens qui t'entourent, par rapport au style de vie des gens et tout ça. Ouais. Ah, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ouais, c'est important de s'entourer. Et je trouve qu'un truc que tu as mentionné aussi, que j'ai redécouvert un peu, moi, dans les 12 derniers mois, que je faisais beaucoup à l'époque quand j'étais plus sédentaire, mais c'est les événements. Parce que moi, des entrepreneurs web, j'en croise beaucoup dans mes voyages. Tu vois, le côté mastermind de resto ou truc, c'est un peu ce que je vis en mode entrepreneur nomade depuis, on va dire, depuis 2020, tu vois, un truc comme ça. Donc ça, je l'ai. Mais d'aller à des événements où tu as des gens qui sont c'est un peu plus ciblé, on va dire, tu vois, un événement. Et par exemple, là, bah, je vais me réinscrire à l'événement où j'étais à Bangkok l'année dernière. Adrien, je crois que tu vas venir aussi peut-être. Et là, j'ai vu les stats. L'événement, il y a 30% des participants qui ont un business qui fait plus de 1 million par an. C'est des Américains, la plupart. Ils sont pas là pour déconner et c'est vraiment, vraiment stylé, quoi. Pareil, le Nomad Fest, là où j'ai été où j'ai été en juin et j'y retourne là, justement, là, je suis en route vers cet événement-là. C'est un autre style. Il y a très peu dans la proportion, il y a assez peu de business web, tu vois. C'est plutôt des freelances, employés remote, mais c'est plus inspirant pour moi sur le côté lifestyle, ce que tu peux faire, tu vois, en termes de bien-être et de style de vie différents, en famille, en van, en voilier, tout ce que tu veux. Et c'est une autre inspiration. Et tu vois, de s'entourer de ces gens-là, pendant une semaine, tu es dans cette mouvance-là, tu retournes chez toi avec tes notes et ça te redonne un coup de boost, quoi. Et en fait, je l'avais pas fait pendant des années. Et là, je suis à un rythme du coup de 2 par an. Je pense que je vais essayer d'en faire, je dirais, 1 par trimestre, ce serait bien, quoi, dans ce genre d'événement-là. Et ça peut être différentes sphères. Mais d'aller s'entourer en mode vraiment intense de gens qui peuvent t'inspirer, t'apprendre des trucs dans différents domaines, je trouve que c'est un hack assez incroyable, quoi.
je rentre d'un mastermind là la semaine dernière et pareil, tu rentres, t'as une énergie de dingue, t'as des choses à implémenter, t'as rencontré plein de gens, t'as des nouveaux partenariats qui se créent et effectivement, encore une fois, ça joue beaucoup sur ta force de travail, je trouve, ton énergie, ce que tu y mets, ta passion et tout. Et ça redonne un boost, quoi. C'est Clairement. comme ça que je le vois. Et là, je sais que j'en avais besoin, tu vois. Même si j'étais à Chiang Mai entouré d'entrepreneurs et freelance et tout ce que tu veux qui ont des super business et tout ça, bah en fait, d'être dans ça en format concentré. C'est plus structuré. Tout cela, tu vois, tous les gens qui viennent genre des US jusqu'à Bangkok pour une conférence, tu te dis ça crée une énergie en soi en fait. Et je trouve que c'est assez fort que tu peux pas retrouver en ligne. Hein. En ligne, c'est génial, mais tu peux faire des calls, mais t'as jamais ce genre d'effervescence. Et ouais. C'est clair. On prend juste quelques secondes pour remercier tous ceux qui supportent le podcast en rejoignant les masterclass Business et Coconut. Alors dans ces masterclass, on partage nos meilleures méthodes, nos meilleurs outils et tout ce qui a eu le plus d'impact dans nos vies et dans nos business en 20 ans d'expérience cumulée sur le web. Rendez-vous sur businessetcoconut.com pour en savoir plus. Tu m'avais partagé qu'il y a un mec qui a un gros bise qui t'avait dit que grosso modo, si tu t'associais pas avec un mec, de toute façon, tu n'y arriverais pas. Ah ouais. L'année dernière. Ouais. Et je me demandais si, en tant que meuf dans le monde du business en ligne, est-ce que c'était un con isolé ou est-ce que c'était un truc que tu rencontrais, une attitude ou un état d'esprit auquel tu étais souvent confronté? Je me suis rendu compte qu'en fait, cette année, j'ai refait le même événement et j'ai eu beaucoup plus de bons conseils. Et j'ai remarqué qu'en fait, la seule chose qui a changé entre l'année dernière et cette année, c'est moi. C'est la manière dont je me suis positionnée face aux gens. Où finalement, je pense que je lui ai laissé la porte ouverte pour venir me rabaisser, me donner ses conseils un peu déplacés, parce que je me suis mis dans une position un peu de petite fille, tu vois, qui ne se sentait pas à sa place, qui n'assumait pas son business, où là, je suis arrivée avec beaucoup plus d'aplomb et finalement, j'ai été beaucoup moins impressionnée par les gens et du coup, les gens ont eu un tout autre comportement avec moi. C'était quand même un cas unique, c'est la première fois que ça m'arrivait, mais je me suis beaucoup fait rabaisser étant plus jeune par mon propre père, donc j'avais déjà ce problème un peu avec les hommes où facilement ils pouvaient prendre le dessus et me rabaisser parce que finalement je les laissais faire, entre guillemets, mon comportement les laissait faire. Là où j'ai vachement switché, j'ai beaucoup travaillé sur moi et même vis-à-vis de ma famille, et aujourd'hui je ne laisse plus les gens me marcher dessus et prendre le dessus, et je l'ai vu là où il y avait quand même une majorité d'hommes et où personne s'est permis une réflexion comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi que ça a beaucoup joué sur mon comportement. Par contre, je ne m'adresse pas aux hommes, je n'ai que des clientes parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que parfois il y avait trop d'ego et qu'on ne m'écoutait pas suffisamment et que je devais un peu me battre pour montrer que si ce que je dis, ça va vraiment t'aider et que tu dois appliquer. Ce que je n'ai pas comme avec mes clientes femmes, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai quand même... Mais ça, du coup, c'était ton positionnement d'avant, entre guillemets, et aujourd'hui, tu as plus d'aplomb, plus de posture. Tu crois que tu pourrais t'adresser aux mecs différemment? Ouais, je pense. Et puis là, j'ai fait rentrer un homme récemment, j'ai accompagné un autre homme aussi. Oui, je pense que ma posture a beaucoup évolué. Okay. J'ai vraiment pris en compte. Mais du coup, juste pour conclure là-dessus, enfin pas conclure forcément, mais juste pour faire le point, tu dirais pas que le milieu du web entrepreneuriat est un milieu misogyne particulier. C'est plus un cas isolé et quelqu'un qui a profité un peu de ta posture. Alors, il y en a. Il y en a. Je suis déjà tombée sur des podcasts où les gens sont absolument fans de ces gars-là et moi je me suis dit mais ils racontent de la merde et comment c'est quoi l'image qu'ils ont des femmes, c'est horrible. Je suis un peu féministe sur les bords, mais ça reste des cas isolés. C'est pas tout le monde et je pense que les femmes ont tout à fait leur place dans le milieu de l'entrepreneuriat et justement elles doivent l'apprendre parce que je pense que ce qui fait que elles ont du mal, c'est parce qu'elles vont manquer de confiance en elles, c'est qu'elles vont se faire toutes petites, c'est que et quand tu changes de posture, il y a beaucoup de choses qui changent autour de toi finalement. Ok. C'est vrai que
Ouais, moi, c'est un truc que je sais pas si on a déjà parlé, Adrien, ensemble, mais sur le podcast ou autre. Mais en fait, moi, pour Freemote, mon programme principal, là, on vient de passer les 600 personnes, donc j'ai quand même un échantillon intéressant. Et au début, c'était à peu près 50-50 hommes-femmes pendant, on va dire, 2 ans. Et j'étais fier de ça. J'étais OK, trop cool. Enfin, tout le monde se sent inclus, machin, etc. Et en fait, depuis, on va dire, ouais, 2 ans et quelques, je vois une tendance un peu où j'ai dans la proportion, plus on accepte de monde, etc., où j'ai plus de femmes que d'hommes. Et déjà, bah, je trouve ça cool, je pense ça bien, tu vois, que mon marketing et comment on communique et l'équipe qu'on a constituée plaise à tout le monde. Mais en fait, moi, en ayant échangé avec pas mal d'hommes, du coup, par rapport à ça, je trouve que le truc de l'ego que tu disais, c'est un truc qui bloque énormément de personnes dans le monde d'entrepreneuriat global, freelance, entrepreneur, etc. Et que les mecs, ils ont plutôt ce truc en général, globalement, tu vois, de se dire, bah, ouais, je peux y arriver tout seul. En tout cas, je vais essayer d'y arriver tout seul. Je vais forcer, ça va passer et tout. Qui est en fait souvent contre-productif pour pas mal. Alors que les femmes vont être tout de suite beaucoup plus humbles, transparentes sur la situation et prêtes à y aller avec tu vois, à se donner toutes les chances de réussir. Et au final, c'est un peu comme ça que j'interprète. Alors, c'est peut-être pas à 100% accurate, mais dans notre situation, tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Et c'est un truc qui, ouais, je pense qui est intéressant de noter, ouais. Est-ce que ce ouais, est-ce que c'est le même taux de réservation de rendez-vous avec ton équipe commerciale? Est-ce qu'il y a plus de hommes et femmes, tu veux dire? femmes que ouais. Bonne question. Je pourrais regarder. Ouais, ce serait intéressant. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça dépend des commerciaux. Moi, par exemple, j'avais un taux de réussite plus important avec les femmes. Et ça, c'est le charme. Et ouais, la sensibilité, je sais pas. Et je pense notamment à Marie. Elle marche vachement bien avec les hommes. Tu vois, elle fit bien, ouais. quoi, elle passe bien avec les mecs et tout. Et du coup, je pense que ça serait intéressant. Je serais vraiment curieux de savoir si le taux de réservation, enfin que dans ta réservation de rendez-vous, si le taux d'hommes et de femmes est cohérent avec le taux de closing derrière, tu vois. Ok, ouais, c'est intéressant. J'ai noté là, je vais regarder. Mais ouais, c'est sûr. Je m'étais même dit à une époque, de recruter une commerciale femme. Ouais, basé là-dessus, en fait, on avait voulu prendre quelqu'un dans l'équipe pour les appels femmes, pour tester, voir ce que ça donne, quoi. Et ouais, finalement, ça s'est pas fait. Et puis, bah, les chiffres sont là, mais c'est vrai que ce serait intéressant de regarder. Ouais, tu me diras. Ouais. Moi, j'avais vraiment vu la diff, quoi. C'était assez marrant. Yes. Attends, qu'est-ce que... Ça, c'était intéressant. J'aimerais bien qu'on reparle justement de ce qu'on disait au départ, là, parce que je trouve que c'est quand même un truc de fou et j'aime bien revenir là-dessus, sur ton parcours. Tu sais, moi, j'aime bien les questions de storytelling, j'aime bien le côté un peu... tu viens de loin, j'aime bien rappeler que tu viens du fin fond de la campagne et que tu pars à Dubaï. Je trouve que bah ouais, non, mais je trouve ça, j'aime bien, tu vois. Parce que ce que j'aime bien aussi... Ah bah clairement, même combat là pour le coup. Mais j'aime bien aussi rappeler que au départ tu t'étais formé, tu m'avais raconté dans la cabine de ton camion, quoi. C'est pas un truc de fou, ça? Ouais. En fait, mon parcours il est quand même beaucoup plus loin. On revient toujours au camion, parce que je pense que c'est le truc qui surprend le plus. Mais moi, j'ai déjà une formation au milieu de l'équitation, hein, et c'est ça qui m'a fait venir au camion, c'est que comme j'étais cavalière et que j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant 6 ans et demi, j'ai passé mes permis remorque, poids lourd pour pouvoir transporter les chevaux. Donc moi, ma cam à la base, c'est vraiment de travailler énormément pour rien gagner du tout, parce que c'est ça, bosser dans le cheval. et ça a été des multiples reconversions. Ce qui est drôle, c'est que je suis déjà passée par un boulot comme prothésiste ongulaire, et que oui, j'ai fini chauffeur poids lourd à un moment donné aussi. J'ai fait beaucoup de reconversions. Prothésiste ongulaire? Celle qui fait les faux ongles. Ah, ongulaire, Angèle et tout.
Donc, ça a été l'un de mes métiers. J'ai été en auto-entreprise et j'étais tellement timide que j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. J'ai converti absolument personne. Et ensuite, je suis devenue monitrice auto-école, puis gérante d'une auto-école pendant 2 ans et demi. Et à la suite de cette auto-école-là, j'étais pas entrepreneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fini en dépôt de bilan et en total burn-out. Et quand je ferme l'auto-école, je me dis, mais je ne veux plus jamais être entrepreneur de toute ma vie. Il faut être cinglé pour être entrepreneur. Et du coup, je cherche un travail avec 0 charge mentale. Je veux juste, voilà, on me dit tu fais ça, je fais ça et c'est tout. Et j'avais mon permis poids lourd. Donc du coup, je suis devenue chauffeur poids lourd, ce qui a été finalement très introspectif. Je faisais de la livraison en 19 tonnes, hein, je n'étais pas en semi-remorque, mais j'étais sur une tournée, parce que c'est très très physique, donc qui était plus adaptée quand même à moi et ma corpulence. Et je faisais les autoroutes où je livrais les trucs de sandwich dans les autoroutes. Et en fait, du coup, je faisais beaucoup de routes. Et ça a été hyper introspectif parce que tu es face à toi-même quand tu es en train de conduire, et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui s'est passé avec l'auto-école, qu'est-ce que j'ai mal fait, et ça a été 2 ans et demi comme ça où j'ai pu réfléchir, trouver des solutions, me dire tiens, si j'avais fait ça comme ça se serait pas passé comme ça, jusqu'au jour où je me suis ennuyée et où je me suis dit ça y est, je suis arrivée au bout, parce que ça m'apporte rien ce boulot-là. Et je me rappelle, c'est à l'époque où il y avait le film de Lady Gaga et de Bradley Cooper qui était c'était quoi? C'était Star is Born. Star is Born. Sorti. C'est ça. Incroyable. Et dans sa chanson, dans sa chanson, il dit à un moment donné, est-ce que tu es heureuse là, dans cette vie-là? Et je l'écoutais en boucle, cette chanson, jusqu'à un matin, à 5 heures du matin. Je me dis, mais en fait, non, je me fais chier. J'en ai marre. Ça ne me plaît pas. Et je savais pas ce que je voulais faire, mais j'avais cette croyance qu'on a facilement en France que, comme j'avais pas de diplôme, j'étais pas intelligente. Donc, je me suis dit, je vais faire un BTS. J'aurai un bac+2 et je me lance dans le BTS commerce international parce que, pourquoi pas? J'ai absolument aucune raison à ce moment-là de faire ça. Je me suis dit, il y a des stages à l'étranger, ça va être cool, je vais voyager. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et oui, du coup, j'étudiais dans le camion dès que je pouvais. Voilà, je bossais c'était 5 heures du matin à 14 heures, 15 heures. Et puis, à chaque fois que j'étais à quai, qu'on déchargeait, j'avais mes bouquins, jusqu'au jour où j'ai négocié avec mon patron d'aller faire mon stage à Lisbonne. C'était le premier stage de la première année. Et je tombe sur une agence de marketing digital. Et en fait, à ce moment-là, c'est le moment où le Covid, il est en train de démarrer. On n'en entend pas encore énormément parler, mais ça va aller très, très vite parce que je suis en stage pendant 2 mois. Et je vais pas aller au bout des 2 mois parce qu'on me dit, Maëva, on va être confinés, rentre en France, parce que ça pue cette histoire quand même. Et je rentre le vendredi, on est confinés le lundi, donc ça va super vite. Et je vivais ma meilleure vie à Lisbonne. J'ai pleuré à l'aller tellement j'étais stressée de voyager toute seule. J'ai pleuré au retour tellement je voulais pas rentrer. Et en fait, je me retrouve en France, je me rappelle très bien, je rentre, je vais faire des courses, il y avait plus de pâtes, plus de riz, plus de papier toilette, plus rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est la guerre. Et moi, dans ma tête, ça a switché. J'ai repris le travail parce qu'on n'a pas été confinés, hein. On livrait les supermarchés, donc on n'a pas été confinés. Par contre, je me rappelle à quel point c'était stressant parce qu'on savait pas trop de quoi on parlait, il y avait pas de masque, il y avait pas de gel, il y avait rien du tout. Et moi, à ce moment-là, je savais que j'allais démissionner, en fait, parce que je voulais faire autre chose. Et du coup, j'ai continué dans mon camion à me former au copywriting. J'ai pris à l'époque la formation de Stan Leloup. Et à chaque fois, j'étais avec mon ordinateur en train de rédiger des pages de vente, d'analyser des tunnels, de trucs, de machin. Et je me rappelle un mec qui est venu frapper à mon camion un jour et qui me dit « Ah, t'es la première personne que je vois qui est en train, je sais pas, d'étudier, de travailler, t'as un livre dans les mains. D'habitude, les gens, ils font pas ça. » Bah ouais, écoute. Mais non, ça m'a permis vraiment de pouvoir me lancer. Elle a lancé son business en ligne dans la cabine de son camion. C'est ça. C'est énorme. Au début, je faisais gratuitement pour pouvoir avoir de l'expérience, avoir de la preuve sociale. Je contactais des formateurs. Est-ce que je peux te rédiger ta page de vente? Et ouais, je le faisais en partie dans le camion. C'est ouf. Trop bien. Franchement, c'est chouette. Hein. T'as vraiment... c'est impressionnant, je trouve.
Ouais, t'es pas arrivé là par hasard, quoi. C'est tout un cheminement. Je trouve que t'es vachement clair sur ton introspection au fur et à mesure de tout ça. Parce qu'il y a, tu sais, bon, souvent t'arrives un peu machin. Ça coupe. Ah ouais, c'est pas moi. Je regardais mon Ambroise, on t'entend pas. Ton micro a coupé, Ambroise. Ambroise, ton micro a coupé. Je crois qu'on a eu un seul épisode où on n'a pas eu de problème technique. Ah, on est les champions de la technique, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est surtout parce que vous êtes Yes. loin et que du coup les réseaux sont pas toujours connectés. Ah, mais C'est même bon, vous m'entendez, là ouais, c'est bon. Même quand on est ensemble, si tu veux, dans la même pièce, on a des problèmes techniques. Ah, mais des problèmes, ok, donc c'est pas le réseau. Bah, et c'est ça. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que dans mon bureau ici, là, il y a de l'espace là. Et enfin, je vais repeindre tout ça là pour que ce soit propre. On va installer un petit studio, tu vois, où rien bouge. Rien ne bouge comme ça à chaque fois. Dès qu'on est tous les deux à Chiang Mai, on peut venir s'installer ici. On sait que tout est là, tout fonctionne normalement, et ce sera beaucoup plus simple, quoi. Du coup, j'ai pas entendu ta question, Ambroise. Ouais. Bah, on t'a reperdu, Ambroise. Il n'y a pas de son. Je vais vendre mes actions chez Rode, là. Non, mais le micro, la batterie, je la vois, et la moitié batterie. C'est bon, on t'entend. Je disais que ce qui était très cool, c'est que tu avais une introspection hyper claire sur ton parcours, à quelle étape, comment tu te sentais, comment tu as analysé ça, comment tu as réagi. Et c'est cool à entendre parce que beaucoup de personnes ne savent pas trop pourquoi ils sont arrivés là. Tu vois, toi, c'est tout un cheminement qui t'a amené jusqu'aujourd'hui, quoi. Donc c'est cool. Ouais, clairement. Et puis c'est important parce que finalement, même le cheminement a continué. Est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat? C'est un business en ligne, c'est pas la même chose que quand j'avais l'auto-école. Et il y a un vrai développement personnel sur ce style de business qu'il n'y a pas sur les business, j'appelle les business en présentiel, tu vois, genre auto-école. Ouais. Tu fais ton taf et t'es pas là en train d'être en mode dev perso tout le temps. Et je vois là, j'ai l'impression depuis 2020 que ça a été une thérapie constante. Je suis plus du tout la même personne que quand je me suis lancée. J'ai pu aller travailler sur tous mes blocages, travailler sur même des blocages qui venaient de ma famille. Je me rappelle avoir pris un coach à un moment donné, lui disant bah je veux faire plus de ventes. Et finalement, il m'a coaché plus sur la partie mindset parce que j'avais des blocages énormes liés à ma famille. C'est un truc qu'on voit pas ailleurs, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, que ce dev personnel est quand même très présent dans le business en ligne et pas forcément ailleurs. En fait, c'est que les business, les business dans lesquels tu as pignon sur rue ne te permettent pas d'étendre ton environnement. Dès lors que tu es sur Internet, ton environnement, c'est le monde, tu vois. Donc, tu as beaucoup plus facilement accès à d'autres personnes qui sont beaucoup plus avancées, alors que si, par exemple, tu as ton auto-école qui est dans la rue... dans une rue de Sens, enfin de ta ville, tu vois, ton environnement se limite à la rue de ta ville, quoi, tu vois. Je pense que pour moi, c'est ça en fait. Hein. Moi, je pense aussi que c'est bon, il y a toute la partie création de contenu, etc. Mais c'est qu'en fait, sur le web, et moi j'ai compris ça quand j'avais ma startup, c'est qu'en fait, tu peux créer tout ce que tu veux. Genre, personne va te dire, tu vois, auto-école, on sait plus ou moins ce que tu vas vendre comme service, tu vois. Alors que sur le web, tu peux faire ce que tu veux, les services. Et justement, l'innovation est ouf. Tu vois, ma startup, c'était en 2017. Genre, on avait notre industrie où on était crédible, etc. Mais le champ des possibles était incroyable. Avec le software, tu peux faire plein de trucs aussi. Et ça, je pense que du coup, il faut apprendre à mieux se connaître. Et le potentiel est peut-être plus important aussi, plus rapidement. Et que c'est beaucoup le mental qui te bloque. Mais moi, t'as reperdu, Ambroise. Trop bizarre. Et tu vois, il y a un truc, tu disais tout à l'heure que tu aimais le storytelling. Et rien que de réussir à raconter son histoire. Moi, j'avais honte de mon histoire parce que on me traitait d'instable, d'avoir changé de voix aussi souvent. C'était pas quelque chose de bien. Je me rappelle, parce qu'après avoir été chauffeur poids lourd, j'ai fait de la prospection. Mais ça, c'était mon plan d'action pour pouvoir avoir le chômage. Donc, j'ai quitté mon CDI pour un autre CDI.
Et je me rappelle de cet entretien d'embauche où le mec va me mettre minable. Il regarde mon CV, il me dit « Mais vous êtes totalement instable. Là, à ce rythme-là, vous êtes parti dans 3 mois. » C'était ma stratégie. Mais sa réaction a été quand même assez violente en regardant mon CV. Et quand j'arrive sur le business en ligne et qu'on me dit « Mais raconte ton histoire, elle est inspirante. » Même quand j'avais été à Lisbonne, je me rappelle, je m'étais fait une copine qui était espagnole et je lui raconte mon parcours. Elle me dit « Mais Maëva, c'est incroyable ce que tu as fait. » Et moi, je suis là en mode, bah non, c'est un peu nul, je fais que changer tout le temps, parce que bah, c'était pas la norme et c'était pas forcément bien vu en France de changer tout le temps d'activité. Moi, je me rappelle mon beau-père qui me dit, mais Maëva, t'en as pas marre au bout d'un moment, 90% des Français n'aiment pas leur travail, arrête de nous faire chier, prends ton CDI, ta maison, ton chien, ton mari, et c'est comme ça, c'est ça la vie, t'auras les week-ends pour kiffer. Et moi, je suis là, mais non, je veux pas, je peux pas. Putain, la vision de Et la ça vie. m'a appris à raconter mon histoire, ça m'a appris à l'accepter finalement, et ça fait partie du cheminement et de l'introspection, du moment où tu acceptes ce par quoi tu es passé, pourquoi tu es passé par là, bah ça te fait vachement grandir et évoluer. Mais grave. Mais même, et il y a une part de maturité aussi. Enfin, c'est ça la maturité, je pense aussi. Mais je me reconnais dans ce que tu dis, parce que moi j'ai eu exactement le même truc, tu vois. J'ai mis du temps à assumer mes origines sociales, en fait, tu vois. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'hésite jamais à les mettre en avant parce que ça fait un bon storytelling. Mais ça n'a pas été évident directement, tu vois. Une petite info qui devrait vous plaire si vous êtes entrepreneur, solopreneur ou freelance. On vous prépare quelque chose d'énorme. C'est du lourd et c'est complètement gratuit. Alors si vous voulez en savoir plus, il vous suffit simplement d'aller vous inscrire sur le site businesseccoconut.com et vous recevrez toutes les informations d'ici quelques jours. On a super hâte. Donc, Et j'avais posé une question du coup à Maëva, mais on peut le faire ça globalement aussi, mais je suis intéressé de savoir aussi un peu de votre côté en termes de justement, c'est quoi vos meilleurs trucs, formations, livres, exercices que vous avez fait pour faire péter vos barrières mentales au fur et à mesure? Personnellement, je suis pas sûre qu'il y a eu des livres en question. Je me rappelle que quand je suis revenue de Lisbonne, je lisais Kilomètre Zéro, qui m'a permis de relativiser beaucoup sur ce que je vivais. C'est un livre qui est super sympa, qui est du dev perso romancé et qui est hyper puissant. Et qui m'a permis vraiment de relativiser sur ma manière de voir mes difficultés. Après, pour moi, ça n'a pas été tellement ni des livres ni des accompagnements, même si la personne qui m'a accompagnée, bah, ça sert à rien que je la cite, il n'est pas coach mindset, mais il m'a beaucoup aidé surtout parce que j'avais un problème qui était plutôt lié à ma famille, au fait que j'avais le syndrome de la sauveuse et que je portais tout le monde sur mes épaules alors qu'on m'avait rien demandé. Je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire, c'est de passer à l'action et de me rendre compte que ces petits pas m'amenaient sur des réflexions et de me laisser le temps de digérer chaque chose, d'introspecter, de prendre des leçons à chaque fois. Là, je disais, j'ai choisi un mauvais accompagnement en début d'année, ça m'a coûté 15 000 balles, donc ça m'a coûté très cher, ça m'a foutu dans la merde. Sur le coup, je l'ai là, je me dis, je me suis fait prendre pour une idiote, j'ai cette tendance où je me rabaisse tout de suite, mais en fait, avec l'expérience, maintenant, c'est quoi la leçon? Bah, qu'est-ce que j'ai appris? Bah, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais avoir confiance en moi et que je pouvais faire toute seule. Donc, je pense que c'est en faisant et en apprenant de chaque chose qu'on fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui m'a permis de me débloquer petit à petit. J'ai l'impression un peu comme dans un jeu vidéo. J'ai monté des steps et j'ai gagné des points de confiance en moi. En tout cas, c'est flagrant. Ton évolution, c'est assez éblouissant. Donc, franchement, moi, j'admire. Je te rejoins. J'ai un peu de mal à. Je pense que c'est plein de petites briques mises les unes au-dessus des autres, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait un livre ou une formation ou un coaching qui m'ait permis de transcender le truc, quoi. Je pense, et assez étonnamment, je pense que c'est plutôt dans les trucs où je me suis foiré que j'ai évolué. Tu vois, c'est plutôt dans les expériences négatives. Bon, remarque, quand tu l'analyses, c'est assez logique, hein, mais j'ai l'impression en fait que les steps, je les ai passés plutôt dans les expériences négatives. Donc, à savoir
Ouais, les galères, quoi. Enfin, je vais pas prendre, c'est pas très important, mais ouais, je crois que c'est vraiment dans le négatif que j'ai step up. Euh, ouais, Ah bah c'est normal, ouais, c'est logique avec le ouais, c'est recul. assez Ouais. logique, ouais. Ouais. Et toi, Tu Ambroise? fais, tu te foires, t'apprends. Pour tout ce qui est mindset, je pense que ouais, il n'y a pas de réponse définitive, mais je pense que c'est peut-être une habitude de d'écouter ou lire des livres. Je sais pas, des autobiographies, j'en ai lu pas mal. Écouter aussi des podcasts de discussion avec des personnes inspirantes. Moi, je sais que quand j'étais l'année et demie où j'étais salarié, euh, j'avais 40 minutes de trajet pour aller au boulot et revenir, et j'écoutais toujours le podcast de Tim Ferriss, principalement, quoi. Et donc, c'était des aventures de ouf, des personnes, du storytelling et tout ça. Et en fait, petit à petit, ça m'a fait puis tu sais, il y a telle personne qui recommande telle autre personne, tel autre livre. Et en fait, tu as cette espèce de toile d'araignée que tu suis et qui t'amène dans des mondes incroyables. Et en fait, c'est un peu tout ce mix-là, et d'entendre des gens de plein d'horizons différents parler de plein de sujets différents. Et Ouais, je suis d'accord avec Ouais, toi. Je pense que c'est un mix de tout et de notre vécu. Et je pense qu'il faut avoir aussi la capacité de se remettre en question pour pouvoir apprendre. oui, bah ouais, c'est sûr. ouais. Ah bah Ah, puis clairement. Mais d'introspecter au fur et à mesure, comme tu disais, je crois, Adrien, je sais plus lequel des deux vous disait ça, mais de prendre le bah, temps, d'introspecter au fur et à mesure, et de voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a envie, s'écouter, parce que ça change aussi au fur et à mesure. On évolue, il y a des trucs enfin voilà, on dépasse un truc, il y a un autre truc qui arrive, et donc d'être toujours un peu en introspection, on va dire, active au fur et à mesure, à l'écoute. Ouais. pour voir. Ouais. Après, je pense qu'il y a un truc qu'il faut préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est normal de pas introspecter tout de suite. Plus On vit personne des nous écoute là, galères, Maëva. ces galères-là, il faut les vivre pleinement. Enfin, moi, je vois quand j'ai déposé le bilan, je sais pas, je me suis remise directement à cheval en mode hop, 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 c'est bon, tout va bien. Non, j'ai déprimé, je suis tombée au plus bas parce qu'il a fallu que je vive ça et que c'est après, et que ça a pris un certain temps et qu'aujourd'hui, peut-être vous vivez des galères, il faut laisser le temps de laisser passer ça, de les encaisser, et après, tu peux introspecter. T'as quand même une phase où, genre, juste tu vis ta galère. Ouais. Ouais. Après, ça dépend des galères. C'est aussi des. Enfin, tu vois, Oui. j'ai ce truc, mais je crois que ça, je l'ai quand même assez naturellement. Je pense que ça vient de ma mère. C'est ce truc, tu vois, de voir en fait l'opportunité dans chaque chose qui m'arrive. Et tu vois, par exemple, j'ai eu des problèmes de visa, de machin, enfin un visa qui m'a été refusé, alors que voilà. Ça aurait pu paraître catastrophique immédiatement. Je sais pas, ça a résonné comme un truc. J'ai pris un coup de massue, mais dans l'heure qui a suivi, je me disais putain, c'est génial parce que je savais en fait que ça allait ouvrir à des choses largement meilleures. Personne savait, on savait pas exactement comment ça allait se transformer. Et quelques jours après, on avait la solution et c'était 1000 fois mieux, quoi. Donc, j'ai toujours ce truc où ouais, la galère, il sort toujours quelque chose de bien meilleur des galères, mais je sais pas trop d'où je sors ça, mais ça, je le ressens. Et depuis tout à l'heure, j'ai une question en tête qui n'a plus grand chose à voir parce qu'on est passé à un autre sujet, mais j'y tiens pas mal et je la trouve amusante cette question. Si c'est pour toi, Maëva, du coup, si demain tu devais rouvrir ton auto-école. Alors je sais que là tu vas me dire j'ai pas envie, etc. Mais on va dire pour le jeu, si demain tu devrais rouvrir ton auto-école, est-ce que avec tout le parcours que tu as eu en ligne, est-ce que tu as des certitudes ou est-ce que tu penses que tu pourrais cartonner et est-ce que ton auto-école cartonnerait aujourd'hui? Enfin, comment tu vois le truc? Ouais, je pense parce que j'ai bien compris ce qui n'avait pas fonctionné et surtout je me suis formée. Euh, la problématique, je trouve qu'on rencontre, c'est que on est expert dans un domaine, copywriter, rédacteur web, peu importe, et en fait on oublie de se former à l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque en fait. J'étais pas entrepreneur, j'étais très bonne monitrice auto-école, mais pas entrepreneur. Là où finalement aujourd'hui j'ai l'impression que ça s'est inversé, où j'ai tellement
approfondi l'entrepreneuriat, le marketing, toutes ces connaissances liées à ça, que oui, je pense que je suis persuadée que si j'ouvrais l'auto-école, je ferais pas du tout les choses de la même manière. Et je pense que j'essaierais de trouver un concept même plus innovant que ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu de l'auto-école pour pouvoir digitaliser au maximum. Ah, c'est ouf, hein. Moi, en fait, ce que ça m'évoque, c'est que cette expérience qu'on peut avoir en ligne nous permet d'acquérir une certaine sécurité et confiance quant à l'avenir, tu vois. Moi, je me suis souvent dit ça, hein. Je me suis souvent dit, bah, si demain j'étais forcé pour une raison X ou Y de rentrer en France et d'ouvrir une boulangerie, je suis convaincu que ma boulangerie, elle cartonnerait, tu vois. C'est con, hein. Mais, Puis je sais pas mais si vous c'est le vraiment dites des fois, vous voyez quand vous voyez des business comme la boulangerie, l'auto-école, le charcutier, de vous dire, mais s'il était un peu plus en 2024 et qu'il arrêtait de vivre un peu en mode comme on faisait du business avant, si on rajoutait un peu de digital, de la communication, du marketing, il pourrait cartonner beaucoup plus parce que j'ai ma belle-sœur qui est coiffeuse et on a travaillé sur son salon de coiffure. Les gens faisaient 1 heure et demie de route pour aller se faire coiffer dans ce salon-là parce que c'était elle, parce qu'ils l'avaient vue en ligne, parce qu'ils suivaient ses aventures. Et il y a plein de commerces finalement où avec beaucoup plus de marketing et de digitalisation, ils pourraient se différencier et faire différemment, attirer plus de monde. Mais grave. Carrément. Ah, mais Trop bien. ces principes-là, moi, la façon dont je le vois, il y a tout ce qu'on a appris sur le terrain, mais moi, ça m'a direct fait penser au livre de The E-Myth de Michael Gerber. Je sais pas si vous l'avez lu, celui-là. Non. C'est un des livres qui est recommandé dans la semaine de 4 heures. C'est justement sur l'exemple qu'ils prennent, c'est justement une boulangerie. Dans le livre, tout au long du truc, je pense que c'est un cas fictif. Et c'est, en fait, à la base, le boulanger, c'est un artisan, tu vois. Il est bon dans ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, etc. En fait, tu te retrouves à devoir faire ça, plus gérer, plus le marketing, plus machin. Donc, en gros, le truc, c'est un peu, le truc, c'est de systématiser un peu l'activité pour pouvoir s'en extraire et pour se libérer du temps. Enfin, il y a tout un tas de trucs là-dedans. Et ouais. Et je pense qu'en fait, c'est un peu ces principes-là qu'on apprend en étant à notre compte en ligne, qu'on peut appliquer après sur le terrain, quoi. Ouais, clairement. Yes. C'est quoi pour vous la compétence numéro 1 la plus importante en tant qu'entrepreneur? La compétence qui définit si tu vas réussir ou si tu vas échouer, s'il devait y en avoir une. Compétence. Ouais. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, hein. Pour moi, je trouve que s'il y avait qu'une seule formation que j'ai faite et qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, c'est le copywriting. C'est le copywriting parce que bien comprendre la personne à qui on s'adresse, ça amène tout plein de conséquences qui sont de bien communiquer, de créer la bonne offre, de créer le bon produit. Et à mon sens, ça a été la compétence pour moi qui a fait décoller mon business et qui m'a permis en fait de mettre la bonne offre en face du bon client. Ok. Donc on va dire, on peut même l'étendre un petit peu et dire finalement le marketing, quoi. Ouais, moi c'est ça que j'allais dire, moi, le marketing, mais du début à la fin, tu vois, de la personne, du concept jusqu'à l'offre finale. Moi, je sais pas si j'ai des enfants un jour, tu vois, mais ça c'est un truc clé à apprendre, quoi, dans sa globalité, parce que quand tu sais faire ça, en fait, tu peux te vendre pour toi ou autre chose à n'importe qui. Et ça peut être aussi bien en tant qu'employé. Combien d'employés sont sur le marché et pourraient augmenter leur salaire s'ils comprenaient ces principes-là, s'ils pouvaient vendre leur projet. Et il y a tellement d'applications de tout ça que, ouais, c'est clair. Clairement. Après, moi, j'ai le sentiment. Alors, je vais quand même. J'ai le sentiment que la branche la plus puissante du marketing, c'est le branding, tu vois. Alors, du coup, tu vois, le mec forme des je forme des copywriters, donc je suis en train un peu de me tirer une balle dans le pied. Mais en fait, en tant que freelance, être copywriter freelance, je crois dans mon truc, hein, évidemment. Donc ça, c'est très bien, il y a de la demande, etc. Mais si je pense que le branding, c'est ultra puissant. Être capable le branding dans quel sens?
Parce que... Bah pour soi, en fait, s'il y a une compétence pour toi qui peut te permettre, Ok. le branding, c'est-à-dire être capable de se brander, être capable de construire son image, je parle du personal branding ou le branding de ta marque, et diffuser la bonne image, la bonne intention, le bon message, etc. Je pense que c'est plus puissant que tout le reste. Parce que même si tu sais pas vendre, tu sais attirer les gens. Tu vois? Je dirais que la démarche du copywriter, c'est plus d'aller chercher, tu vois. C'est d'aller amener, tu vois, prêcher. C'est plus prêcher. Le branding, c'est juste être. Et je trouve que c'est différent en fait, et que c'est infiniment plus puissant. Et d'ailleurs, on peut le voir. Hein. Tu sais, t'as des mecs qui font pas de marketing, par contre, ils ont un branding de ouf et ils diffusent une image. Tu vois, ils ont des chaînes YouTube de millions, etc. d'abonnés. Ils font rien d'autre comme marketing. Ils sortent un produit et les gens le veulent, quoi. Tu vois. Donc, je crois vraiment à la puissance d'un branding bien fait, quoi. Ok, Voilà. intéressant. Enfin, ouais, je sais pas si je perçois de la même façon, mais pour moi, ça fait aussi partie, et c'est une partie du marketing, on va dire. La Oui, façon dont je le complètement. vois. Ouais, bien sûr. Ben, c'est pour ça que je Ouais. voulais le diviser, tu vois, parce que sinon. Et tu zoomes là-dessus, ok. Ouais, Ouais. ok. Et puis derrière, je dirais recrutement, en fait, à partir d'un. Alors, je dis recrutement, je suis pas un as du recrutement, hein, mais je vois bien que euh, c'est là que se joue l'effet de levier, en fait. C'est là qu'est l'effet de levier, tu vois. C'est vraiment là que tu peux. En fait, c'est un bon recrutement, c'est comme un bon investissement, tu vois. Si pour moi, un bon recrutement, c'est comme choisir une action en bourse, tu vois. Choisir la bonne action, ou les bonnes actions, enfin, tu vois ce que je veux dire. Choisir comment tu places ton argent, c'est potentiellement ce qui va définir si tu vas devenir pauvre, perdre tous tes sous et devenir pauvre, ou si tu vas devenir multimilliardaire, tu vois. Enfin, grosso modo, c'est ça. Et je pense qu'en fait, le recrutement, c'est comme choisir des actions. Un bon recrutement, c'est comme voilà, bref, vous avez compris. Parce que derrière, c'est là qu'est l'effet de levier, tu vois. Ouais, Je comprends. ouais, avec une vision long terme. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent, enfin en tout cas pour le freelancing, que freelance c'est forcément que du one shot, alors que la vraie puissance c'est quand c'est des missions récurrentes et que tu construis une relation, une confiance et que là tu apprends à te connaître et que, tu vois, moi je pense ma relation comme ça pro qui est la plus aboutie dans le genre, c'est avec Vanessa qui est ma CEO bras droit depuis presque 3 ans. Et parce que voilà, on a toujours été hyper honnête, transparent avec l'un l'autre. Quand il y a un truc, on se le dit, même au niveau perso. Au final, tu construis quelque chose, c'est le truc du 1 plus 1 égale 3, quoi. Mais il y a des trucs qu'elle peut faire et elle sait comment je l'aurais fait et inversement, quoi. Enfin, en fait, c'est se comprendre finalement. Se comprendre et être aligné à fond dans les projets, quoi. Ah oui, non mais alors attention, moi quand je dis le recrutement, pour moi un bon recrutement, et tiens d'ailleurs ça c'est un truc méga important et ça rassure tellement les copywriters quand je leur dis ça, c'est qu'en fait un bon recrutement, un bon freelance, c'est pas un freelance enfin c'est pas uniquement un freelance compétent en fait, c'est pas que ça, c'est l'aptitude à bien communiquer, à partager la vision, tu vois, aller dans le même sens que l'entrepreneur, etc. Et aujourd'hui, enfin, moi, je parlais pour moi, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. À choisir, je préfère recruter quelqu'un d'un petit peu moins compétent sur la question pour laquelle je le recrute, mais avec qui j'aurai une meilleure collaboration, plutôt que quelqu'un qui soit au top de la compétence, mais avec qui j'arrive pas à collaborer au final, tu vois. Et la capacité à collaborer, c'est quelque chose que souvent les freelances ont tendance à oublier, quoi. Tu vois, et je trouve que ça les rassure, moi, en fait, de juste leur rappeler ça, leur dire, mais attends, évidemment, aujourd'hui, tu es junior, tu démarres, c'est normal que tu sois pas au top tu vois, au top du top, mais ce sur quoi tu as déjà un vrai effet de levier, c'est sur ta capacité à communiquer, à t'impliquer, à pas être un poids pour ton boss, enfin
partenaire, enfin bref, la personne qui te recrute, mais au contraire, être quelqu'un qui le soulage à côté de qui t'es. T'as pas besoin d'être le meilleur pour faire ça déjà, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est vrai que je vais plus connecter avec des personnes qui vont s'impliquer dans mon business et pas juste être dans l'attente de ce que je vais leur demander de faire. Qui vont, tu vois, on va parler, on va échanger, ils vont être force de proposition, ils vont me dire, bah tiens, peut-être que si on faisait ça comme ça, ce serait peut-être mieux. Tu vois, qu'il y ait de l'échange et qu'il n'y ait pas juste quelqu'un qui fasse exactement ce que je dis. Parce qu'en plus, je pars du principe que j'ai pas la vérité absolue et que si j'intègre un prestataire sur une expertise précise, bah j'ai envie qu'il puisse participer et me donner son avis sur ce que je demande. Mais grave. Mais clairement. Ah, et puis c'est comme ça aussi, c'est en étant, finalement c'est toujours un choix et il y a la question, on est des êtres humains qui bossent avec d'autres êtres humains, donc c'est hyper important. Et la proactivité, c'est aussi ce qui te fait avoir des missions freelance dans la durée, parce que tu as été à la base peut-être recruté pour telle ou telle chose, mais si tu vois d'autres opportunités, que tu sais comprendre les besoins de ton client, proposer des choses, tester avec, être vraiment partenaire, bah là c'est gagné et c'est parti pour des années, quoi. Moi, c'est mon expérience. Moi, j'ai une mission freelance qui dure depuis 3 ans et quelques, presque 4 ans. C'est clairement ça, quoi. Genre, je vois des trucs, je suis vraiment impliqué dans l'activité avec eux. Et il y a une relation de confiance qui s'est développée. Et clairement, il y a aussi le truc où, d'un moment, quand tu as une bonne relation avec un freelance, c'est clairement plus galère et tu n'as pas envie, en tant que client, d'aller devoir recruter quelqu'un d'autre, etc., quoi. Donc, clairement. Ouais, à un moment, tu te sens presque associé, en fait, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Trop bien. Il me semble, Maëva, que tu as un rendez-vous après ou un atelier, ou je sais plus ce que tu m'as dit exactement. C'est le jour 2 de mon challenge. Ah, yes. Ah oui. Ok. Donc, tu es en challenge. Ouais. Moi, t'as un call bientôt, mais juste une petite question, parce que j'ai vu aussi, tu disais que t'avais généré ton CA annuel en ton premier trimestre 2024. J'ai vu aussi que tu lançais tout le temps sur Instagram. Enfin, moi, j'ai l'impression que tu es tout le temps en lancement. Est-ce que tu peux nous en parler 2 minutes? Non, je suis en lancement une fois par mois. C'est marrant, parce qu'hier, j'ai eu un call avec un mec qui fait de la VSL et lui, il m'a dit, en gros, tu te tournes les pouces pendant 3 semaines. Mais finalement, entre gros guillemets, parce qu'il y a bien sûr d'autres tâches à faire. Oui, j'ai une semaine, celle où je suis là, qui est full parce que je fais un challenge de 3 jours et qu'après, je génère des appels pour faire rentrer 10 personnes dans ma formation. Donc, je suis en lancement chaque mois. Mais voilà, c'est une semaine qui est un petit peu plus intense que les autres et après, c'est plus cool. C'est un format que j'aime bien. Et c'est vrai qu'au début d'année, quand je me suis retrouvée un peu dans la merde, je me suis dit, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui pour moi? C'est les lancements. J'en faisais 3 dans l'année et ça fonctionnait bien, mais j'arrivais pas à augmenter mon CA. Alors, je me suis dit, je vais en faire un chaque mois. Alors, ça engage d'autres choses parce que du coup, le lancement, quand c'est 3 fois dans l'année, tu as le temps de régénérer de l'acquisition en organique. Quand on fait un tous les mois, t'as pas ce temps-là. Donc du coup, je fais de la pub depuis le début d'année. Et puis, j'ai mis un process en place. Je fais exactement le même challenge. J'utilise tous les principes du lancement. Il y a que 10 places par mois. Et ça fonctionne très très bien, donc je suis hyper contente. Et en termes d'énergie, aujourd'hui, il y a des process qui sont mis en place. J'ai 2 personnes qui gèrent les automatisations. Donc finalement, c'est plutôt rodé et ça me permet de faire le chiffre que je faisais 3 fois dans l'année, de le faire chaque mois. Trop bien. Trop bien. Bravo. Et ouais, c'est ouf et c'est hyper intéressant. Et du coup, tu compartimentes ça aussi. Tu vois, là, tu es en lancement. Après, tu auras d'autres trucs et ça, c'est stylé. Moi, j'avais. Moi, je suis plus sur un modèle un peu plus evergreen depuis un petit moment pour différentes raisons. Parce que moi, on avait parlé, tu m'avais aidé sur un lancement. Des lancements, j'en fais depuis 2019 pour Freemote. Au bout d'une dizaine, tu vois, j'avais eu un peu le tour. Et j'avais essayé aussi j'avais fait pendant le Covid en 2020. J'avais fait aussi les webinaires hebdomadaires. Tu sais, t'en as quand on commençait à faire ça il y a 2 ans. Tous les dimanches qu'ils ont inventé la poudre, mais c'est un truc de ClickFunnels qui existe depuis 1000 ans. Et moi, j'avais fait ça en 2020. Et en fait, moi, j'ai un problème. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a différentes stratégies adaptées à différentes personnes. Mais moi, j'avais donné un cours à HEC en marketing 3 fois. Et au bout de la 2e fois, 3e fois, je ne pouvais plus de me répéter. Et faire des webinaires toutes les semaines, c'est pareil, tu vois, au bout de quelques fois, j'ai dit en fait, ça marche, ok, mais ça me convient pas. Et voilà. Alors peut-être qu'une fois tous les mois,
ça va. Mais je sais pas si tu as un retour là-dessus ou si tu te sens le tenir sur la durée sur 2 ans, tu vois. Honnêtement, le mois dernier, j'en avais marre. Et puis là, ce mois-ci, ça va mieux. Donc, donc ça Ok. dépend beaucoup aussi de mon état d'esprit. Mais oui, c'est un peu lourd des fois de refaire la même chose à chaque fois. Mais finalement, du coup, tu cherches quand même à itérer, à voir comment améliorer certains KPI, ton taux de conversion, ton taux de présence, des choses comme ça. Moi, Hmm. c'est un challenge qui est vraiment à l'image de ma formation. Ma formation, elle est basée sur 4 piliers: formation, accompagnement, gamification et communauté. Et j'ai voulu faire une miniature avec le challenge. Donc, ce qui est Ok. cool, c'est qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration à faire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 3 jours, 3 exercices et je corrige les exercices. Donc, ça me prend du temps. Mais j'ai déjà pensé à l'amélioration où je vais faire rentrer mes clientes qui vont pouvoir être là pour driver les nouvelles personnes. Donc, je suis Hmm. encore dans cette phase où, même si chaque mois ça se ressemble beaucoup, je vois un axe d'amélioration qui me branche pas mal et je m'en vais vers cette direction-là, tout simplement. Ok. Aujourd'hui, pareil, ça vient chercher d'autres blocages mindset parce que je te disais, j'étais en mastermind il y a 15 jours et je montre mes chiffres à un mec qui a un énorme business, qui fait des millions en Espagne, qui a une grosse part du marché là-bas. Et je lui dis, regarde, mes chiffres sont pas bons, mes coûts publicitaires ont augmenté, nanana, nanana. Et lui, en fait, il a un tout autre regard. Il va me dire, mais tes chiffres sont excellents. Tu fais de plus en plus de bénéfices, tes coûts sont plutôt normaux. Pourquoi tu mets pas plus de pubs? Et finalement, ma réponse a été, bah, j'ai peur, en fait, de dépenser et que ça marche pas. Il me dit, mais qu'est-ce que tu risques? Bah, je risque de fermer. Et finalement, j'en suis revenue à ce trauma que je pensais derrière moi depuis longtemps, qui était l'auto-école, et à de me dire, aujourd'hui, ça fonctionne bien, mes chiffres sont bons, mais j'ose pas augmenter ma pub parce que j'ai toujours cette peur que Hmm. ça s'arrête. Donc, c'est plutôt intéressant parce que là où, en 3 fois dans l'année, j'avais pas le temps d'aller finalement me rendre compte des choses à améliorer très rapidement, où j'avais pas forcément le temps de venir chercher ce qui pouvait bloquer chez moi, bah là, en le faisant tous les mois, ça va vite quand même. Donc, Ouais. Puis l'itération est c'est plus moins rapide. c'est moins de pression aussi que 3 fois par an où tu Aussi, joues un peu ton trimestre et plus là-dessus, quoi. Ouais. là, Ok. si Et un peut-être mois que, ça ouais. venait à pas fonctionner, c'est pas grave parce que je recommence le mois d'après. Ouais, puis c'est vrai que peut-être que le truc, tu vois, de faire la webinaire toutes les semaines, bah, de semaine en semaine, ça va quand même assez vite, mais tous les mois, tu as le temps de souffler, passer à autre chose, et tu reviens, et surtout fais la même chose, t'animes le truc, mais t'es un peu plus actrice, entre guillemets, tu vois, le truc est là, tu suis ton plan, et ouais, ok. Ah, hyper C'est intéressant, mais ça, en tout parce que souvent, ce cas, qui ouais. fait peur dans un lancement, c'est toute la partie organisation. Il faut rédiger les emails, faut faire la Mm, page de vente. Mais en fait, même quand tu fais des masterclass tous les dimanches soirs, là, tout ça, c'est fait. Au bout d'un moment, tout est rodé. mm. Donc, tu es juste en train d'améliorer des petites choses et t'as plus qu'à, pendant 1 heure et demie, 2 heures, faire ton webinaire et puis c'est fini. Ouais, ok. Ouais, hyper cool, en tout cas, bravo d'avoir itéré pour arriver à ça qui te correspond et adapté aussi à ton programme, et c'est cool. Puis pour le moment, c'est moi qui fais tous les appels aussi, donc c'est pour ça aussi que ça me prend un peu de temps. Mais ça m'a permis aussi d'aller chercher une stratégie où je prenais pas de la masse, parce que je peux pas faire 50 appels pour trouver 10 clients. Donc du coup, Mm. j'ai pu voilà affiner, améliorer ma manière de vendre pour que en 15 appels maximum, je fasse mes 10 ventes. Parce que j'ai Mhm. pas, en étant seule, bah c'est ça aussi qu'on prend en compte quand tu définis une stratégie, c'est en étant seule, bah tu peux pas, comme j'ai pas spécialement envie de prendre un closer pour le moment, bah on fait comme ça. Mm. Trop bien. Ouais, Trop donc il y bien. a plein de trucs comme ça encore à itérer, à Ah améliorer, quoi. clairement. Donc c'est cool. Mm. C'est intéressant. All right. Est-ce que vous avez des Bon, bah choses à ajouter? on va te laisser filer en challenge du coup, Maëva. Ouais, que tu aies le temps de Et ben merci en tout cas pour souffler un l'invitation, peu. c'était super sympa ces conversations avec vous. Bah, Ouais, carrément. Merci à toi. ouais, c'est T'es cool le catch-up. Et inspirante puis et ça a été cool. Ouais. ouais, merci pour les partages, hein. Je trouve que tu es quand même quelqu'un de très transparent en général, tu vois. Tu dis les choses telles qu'elles sont, pas en train d'emballer ça dans des trucs pour vendre, enfin, te vendre toi ou autre. Tu dis ce qui est, et c'est cool, quoi. C'est un vrai storytelling Bah, en Ça, c'est tout une cas. c'est valeur agréable. que j'ai et tu vois, ça a été un blocage où là, on m'a un peu conseillé d'arrêter. Jusqu'à maintenant, je donnais le prix de mon accompagnement et je demandais aux gens de candidater. Donc mes taux de conversion étaient bons parce que finalement, les gens avaient toutes les informations.
Et j'étais en tarif de lancement, je suis sur un accompagnement de 12 mois, donc il était à 3 000 à la place de 5 000. Et là, on m'a dit, donne plus le tarif. Et finalement, il y a un blocage en moi qui dit, mais pourquoi? Parce que c'est mal, parce qu'il faut que je le cache, parce qu'il faut que... Et j'aime bien ce côté transparent. Et du coup, je me suis mis sur Telegram, où sur Telegram, je raconte toute ma life d'entrepreneur, tout ce que je vis, toutes mes peurs, tout ce que les gens ils me disent, j'apprécie pas, je raconte tout. Et j'ai remarqué que ça plaisait beaucoup aux gens, parce que du coup, c'est pas juste un chiffre d'affaires ce que je fais. Ils voient ce qui se passe derrière, ils voient les coulisses, ils voient l'implication, et c'est plus intéressant que juste de parler de j'ai fait mon CA d'1 an en 3 mois. Bah oui, mais qu'est-ce que ça m'a coûté? Déjà, ça m'a coûté de la pub, ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté des remises en question, ça m'a coûté du stress, je pars à Dubaï, ok, mais qu'est-ce que ça me coûte de partir à Dubaï? Et en fait, ce que je trouve le plus intéressant, c'est pas la finalité, c'est le chemin. C'est clair. C'est beau, Maëva. Ouais. On va la garder cette phrase, coupée. Je pense que celle-là, faut la garder. Trop bien. En plus, j'ai pas de phrases à moi, je les oublie tout le temps. Garde celle-là. Top. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, super sympa. Et puis j'écouterai les autres podcasts. Je vais être en vacances, je vais pouvoir écouter là. C'est cool. On pensera à toi. Super. C'est bon pour vous? On se laisse là-dessus? Ouais, allez. Très bien. Ouais. Merci à tous les deux pour ce moment fort sympathique. Et je vous souhaite une belle journée et à très vite. Belle journée. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Bye bye. Salut tout le monde. Si tu es toujours là, c'est probablement que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Donc, pour ne pas rater les prochains épisodes, suivre l'évolution des sujets dont on a discuté et continuer d'être inspiré par des entrepreneurs qui voyagent, abonne-toi. Et si tu veux nous filer un coup de main, il suffit de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes cet épisode. Ça prend 2 secondes et nous, ça nous aide énormément. Un immense merci et à très vite dans le prochain épisode.